Ce livre audio en version vocale synthétisée vous est proposé par GG le Sympa. Si vous souhaitez d'autres ouvrages avec de vraies voix et de vrais conteurs, je vous mets un lien dans la description vers le service Audible d'Amazon. Le premier livre est gratuit. Bonne écoute à tous. De cette province. Enfin, cette dernière prédiction, qui était exacte aussi, ne montrait pas que l'application du traité se heurta à des impossibilités économiques, elle faisait apparaître au contraire une possibilité que le traité lui-même avait précisément fait entrer en ligne de compte dans les clauses relatives au plébiscite. Cependant, la critique de cette section du traité par M. Keynes partait de l'idée que la Haute-Silésie serait perdue tout entière, et indiquait que, dans la mesure où cette hypothèse serait infirmée par les faits, il faudrait modifier les conclusions. Toutes mes autres prévisions, ajoutait M. Keynes, appartiennent encore à l'avenir. Cet avenir étant maintenant devenu du passé, il nous est possible aujourd'hui de vérifier dans quelle mesure elles se sont réalisées. Dans les conséquences économiques de la paix, M. Keynes avait prédit que le traité, s'il était appliqué, ne ferait que détériorer davantage encore, alors qu'il aurait pu la restaurer, l'organisation délicate et compliquée, déjà ébranlée et brisée par la guerre, dont dépendent entièrement, pour leur travail et leur vie même, les peuples de l'Europe. Ces peuples seraient menacés par les ravages silencieux d'une longue demi-famine et de l'abaissement graduel et continu du niveau du bien-être et de la vie. 10 ans après la signature du traité, la production européenne avait largement dépassé son volume d'avant-guerre, et le niveau de vie en Europe n'avait jamais été plus élevé. Il avait prédit que la production du fer en Europe déclinerait en conséquence du traité. Pendant les 10 années qui suivirent la signature du traité, la production sidérurgique de l'Europe, qui était tombée considérablement pendant la guerre, ne cessa presque pas de s'accroître 4,00. En 1929, elle dépassa de 10% celle de 1913, année record, et elle se serait élevée davantage encore si les métallurgistes ne s'étaient entendus pour restreindre son volume, dans la crainte d'un avilissement des prix causé par la surproduction. Il avait prédit que la production allemande de fer et d'acier diminuerait. En 1927, l'Allemagne produisait en fer près de 30%, en acier près de 38% de plus que pendant l'année record 1913, en ne considérant que les mêmes territoires. Il avait prédit que le rendement de l'industrie houillère allemande, affaibli par la guerre, resterait faible en conséquence de la paix. En 1925, le rendement de la main-d'œuvre, qui avait baissé sérieusement dans l'intervalle, dépassait déjà, dans le bassin de la Ruhr, celui de 1913. En 1927, il le dépassait de près de 20%, et en 1929, de plus de 30%. Il avait prédit que la production charbonnière allemande ne retrouverait pas son niveau d'avant-guerre. En 1920, 1921 et 1922, la production de charbon se tint largement au-dessus du niveau moyen des 5 dernières années d'avant-guerre, à l'intérieur des mêmes limites territoriales. Elle tomba fortement en 1923 et resta légèrement au-dessous du niveau moyen d'avant-guerre en 1924. Elle le dépassa en 1925, et, en 1926, elle était déjà plus élevée que pendant l'année record 1913. Il avait prédit que l'Allemagne, si elle doit subsister en tant que nation industrielle, ne peut pas, dans les prochaines années, exporter de charbon. L'année qui suivit la signature du traité, l'exportation nette de charbon allemand atteignit 15 millions de tonnes, et, en 1926, 35 millions de tonnes, soit le double de son exportation moyenne d'avant-guerre, année 1909 à 1913, pour tous les territoires compris dans ses anciennes frontières. Il avait prédit que l'Allemagne ne pourrait avant de longues années rendre à sa marine marchande les proportions nécessaires pour suffire aux besoins de son commerce. En 1913, le tonnage allemand global dépassait légèrement 5 millions de tonnes. En 1920, il fut réduit à 673 000 tonnes, mais en 1924, il approchait déjà de 3 millions, en 1930, il dépassait largement 4 millions, et les paquebots allemands faisaient l'admiration du monde transatlantique. Il avait prédit après ce qu'avait souffert l'Allemagne pendant la guerre et du fait de la paix, son épargne annuelle tomberait bien au-dessous de son niveau d'autrefois. L'accroissement mensuel des dépôts dans les caisses d'épargne allemandes était de 84 millions en 1913, en 1925, il était de 103 millions et, en 1928, de près de 210 millions. Il avait prédit que l'excédent annuel de la production nationale sur tes dépenses tomberait au-dessous de 2 milliards de marks. En 1925, l'accroissement net des capitaux allemands était évalué à 6,4 milliards et, en 1927, à 7,6 milliards. Il avait prédit qu'au cours des 30 années suivantes on ne pouvait s'attendre à recevoir de l'Allemagne plus de 2 milliards de marks par an au titre des réparations.
Pendant les 6 années qui précédèrent la guerre actuelle, l'Allemagne, d'après le témoignage du chancelier Hitler, dépensa chaque année, pour ses seuls armements, environ 7 fois autant. 2. Ici, si ce n'est déjà fait, la patience du lecteur fléchit. À quoi bon tant de pédantes statistiques, tant de cheveux coupés en 4? Tous les chiffres du monde changeront-ils quelque chose au fait évident que le traité de Versailles a jeté le peuple allemand dans la misère et le désespoir et que les appréhensions de M.R. Keynes ont été confirmées, et bien au-delà. En 1919, M.R. Keynes citait longuement une note adressée au Conseil suprême par le comte Brockdorff-Rantzau, dans laquelle étaient dûment exposées les conséquences de la paix. Après la diminution de la production due aux pertes territoriales, après la dépression économique causée par la perte de ses colonies, de sa flotte marchande, de ses avoirs à l'étranger, l'Allemagne ne serait plus en état d'importer de l'étranger des matières premières en quantité suffisante. Fatalement, une partie énorme de l'industrie allemande serait donc condamnée à cesser d'exister. En même temps, le besoin d'importer des vivres augmente considérablement, tandis que la possibilité de le satisfaire diminuerait au même degré. Au bout de très peu de temps, l'Allemagne ne serait donc plus en état de donner du pain et du travail à ces nombreux millions de personnes réduites à gagner leur vie par la navigation et par le commerce. Ces personnes devraient s'expatrier, mais c'est matériellement impossible, d'autant plus que beaucoup de pays, et des plus importants, s'opposeront à une immigration allemande. La mise à exécution des conditions de paix entraînerait donc logiquement la perte de plusieurs millions de personnes en Allemagne. Aucun secours, si important et de si longue durée qu'il fût, n'empêcherait ces décès en masse. Ceux qui signeront ce traité signeront la sentence de mort de nombreux millions d'hommes, de femmes et d'enfants allemands. À de telles paroles, ajoutait M.R. Keynes, je ne vois aucune réponse adéquate. Et pourtant, il y avait eu une réponse. C'est Clémenceau qui l'avait envoyé quelques jours plus tard, au nom du Conseil suprême. Ce rapport, écrivait-il, semble présenter un exposé des faits très insuffisant, être empreint en certains endroits d'une grande exagération, et ignorer les principes fondamentaux qui se dégagent des origines de la guerre et de ses résultats, et qui expliquent et justifient les conditions à imposer. La population allemande, poursuit la note, sera réduite de 6 millions d'âmes environ, appartenant aux territoires non allemands que l'on se propose de transférer. Ce sont les besoins de cette agglomération réduite que nous sommes appelés à étudier. La note souligne aussi que rien dans le traité de paix n'interdit ni la production de marchandises dans les territoires perdus par l'Allemagne, ni leur importation en Allemagne comme par le passé. Au contraire, l'admission en franchise des produits des régions de l'Est est prévue pour une durée de 3 ans. La note allemande s'était plainte d'une façon répétée de la nécessité d'importer à l'avenir certains produits de l'étranger. On ne comprend pas pourquoi l'Allemagne pourrait souffrir de conditions auxquelles d'autres pays se soumettent de bon gré. Ce serait une erreur fondamentale de croire qu'il est nécessaire d'exercer la souveraineté politique dans un pays pour pouvoir s'y assurer une proportion raisonnable de la production. Une telle notion n'est fondée sur aucune loi économique ou historique. Il n'y a pas la moindre raison de croire qu'une population est destinée à être frappée d'incapacité permanente parce qu'elle aura à l'avenir à faire du commerce avec ses voisins au lieu de produire elle-même ce dont elle a besoin. Un pays peut tout à la fois devenir et continuer d'être un grand pays manufacturier sans produire lui-même les matières premières nécessaires à ses principales industries. Sous ce nouveau régime, rien ne peut empêcher l'Allemagne de se créer une position stable et prospère en Europe. Mais peut-être M.R. Keynes ne jugeait-il pas cette réponse adéquate. 21 ans plus tard, l'armée allemande faisait son entrée dans Paris. D'un pas égal et ferme, ces jeunes hommes vigoureux défilaient dans les rues de la ville à demi déserte, au son des chansons de marche qui les avaient accompagnés à travers l'Europe, Erika. Heidi, Heido. Nous marchons contre l'Angleterre. C'étaient les enfants affamés et débilités de 1919. Ils allaient s'élancer bientôt à travers les steppes de Russie, les sables de Libye, les cieux de Londres et de Crète, les vastes espaces de l'Atlantique. En les voyant passer, les ménagères parisiennes s'écriaient avec une surprise pleine de colère, et on nous disait qu'ils mouraient de faim. À ces mots-là, qui donnera une réponse adéquate? 3. Mais, dira Théon, n'était-ce pas là le danger même en vue duquel M.R. Keynes avait lancé ses avertissements? Le national-socialisme n'était-il pas le produit des années de misère, aggravé par unième ravage de la grande crise économique, toute conséquence du traité de Versailles? Or, la perspective d'une Allemagne en armes, poussée à la conquête de l'Europe par toutes les fureurs de la vengeance, n'entrait guère dans les calculs de M.R. Keynes. Tout au contraire,
pareille crainte, déclarait-il, répondait plutôt aux prévisions des esprits timorés. Puis, si le traité réduisait effectivement l'Allemagne à cet état de faiblesse extrême, il n'était guère concevable qu'elle pût trouver bientôt les moyens de réaliser une politique de revanche. C'est à des dangers d'un autre ordre que M. R. Keynes faisait allusion. Si l'on appliquait effectivement le traité, le chaos et la misère qui en résulteraient feraient lever en Europe les semences de l'anarchie et de la révolution sociale. Si nous visons délibérément à l'appauvrissement de l'Europe centrale, la vengeance, nous pouvons le prédire, ne se fera pas attendre. Rien alors ne pourra retarder entre les forces de la réaction et les convulsions désespérées de la Révolution, la lutte finale devant laquelle pâliront les horreurs de la dernière guerre, et qui détruira, quel que soit le vainqueur, la civilisation et le progrès de notre temps. Le spectre de la Révolution hantait les pages de M. R. Keynes. Et sans doute n'était-ce pas alors sans quelque justification. Mais, ici encore, il aurait fallu garder le sens des proportions. Chaque fois que, par la suite, l'Allemagne jugea nécessaire de faire chanter les Alliés pour en obtenir des concessions, elle tira ce fantôme de son magasin d'accessoires. Les délégués allemands s'en étaient servis déjà lors des négociations d'armistice. Les conditions imposées, disait-il, seraient impossibles à remplir, leur mise à exécution réduirait l'Allemagne à l'anarchie et à la famine. Mais ni Foch, ni les autres chefs militaires alliés ne se laissèrent impressionner, l'armistice fut signé et dûment exécuté, et le peuple allemand qui, comme il était absolument inévitable, en souffrit assez durement, ne fut réduit ni à l'anarchie, ni à la famine. Quant à la révolution qui devait suivre le traité, M. R. Keynes, 2 ans plus tard, voulut bien reconnaître qu'elle n'avait pas eu lieu. Il y a 2 ans, le traité, qui offensait la justice, la pitié, la sagesse, représentait la volonté passagère des puissances victorieuses. Les victimes seraient, elles, patientes. Ou bien le désespoir et les privations allaient, elles, les amener à bouleverser les fondations de la société. Maintenant nous savons la réponse. Elles ont été patientes. Il ne s'est rien produit ou presque rien, sinon que des individus ont souffert moralement et matériellement. Voilà qui devrait régler la question, semble-t-il. Mais nous nous trouvons aussitôt devant une nouvelle objection, cet état de choses rassurant n'était-il pas dû précisément, en partie du moins, aux efforts même de M. R. Keynes et au fait que le traité n'avait pas été effectivement appliqué. C'est là un argument qui demande à être examiné d'un peu plus près. Il est vrai, comme nous l'avons vu, qu'en 1921, les clauses relatives aux réparations étaient restées en partie lettres mortes. Cela suffit-il à justifier l'interprétation donnée par M. R. Keynes de cette absence de catastrophe, véritablement déconcertante. On exagère à peine, écrivait-il, en disant qu'aucune partie des traités de paix n'a été exécutée complètement, sinon les clauses relatives aux frontières et au désarmement. Beaucoup des mots que j'avais prédits et qui, selon moi, devaient découler de l'application du chapitre des réparations, ne se sont pas produits parce que nul essai sérieux d'exécution n'a été tenté. Il était permis de penser que les frontières n'étaient pas une partie négligeable du traité, puisque l'un des principaux griefs de M. R. Keynes, c'est non seulement qu'on leur ait donné trop d'importance, mais aussi qu'on les ait tracées sans tenir compte des considérations économiques. Ainsi, dans ces prophéties, la plupart des désastres survenaient en conséquence du règlement territorial. C'était le règlement territorial qui allait détruire l'organisation délicate de la production et du commerce européen, c'était le règlement territorial qui allait non seulement faire baisser la production des biens de consommation, mais peut-être employer une immense quantité de main-d'œuvre à transporter inutilement du charbon ou du fer, selon le cas, à des distances énormes, pour satisfaire aux conditions dictées par un traité politique ou parce qu'il aura été fait obstacle à la localisation convenable des industries, la mort par inanition de millions d'hommes, de femmes et d'enfants allemands, accusation à laquelle M. R. Keynes ne connaissait pas de réponse adéquate, avait été évoquée par Brockdorff-Rantzau comme devant résulter non pas des charges imposées par les réparations, mais de la perte de territoires allemands et non comme un effet échelonné sur de longues années, mais comme une conséquence presque immédiate. L'argument que, seule la non-exécution du traité sauva l'Allemagne et l'Europe des effroyables conséquences prévues par M. R. Keynes, ne résiste donc pas à un examen sérieux. Cet argument ne servira guère non plus à renforcer l'opinion, toujours répandue, bien que vague, que la grande crise économique commencée en 1929 ne fut qu'une autre répercussion désastreuse du traité. Ceux qui adoptent la thèse selon laquelle le traité n'a pas été véritablement appliqué, ne sauraient soutenir en même temps que c'est à lui, somme toute, qu'est due la crise économique. Mais point en partant du point de vue que le traité a été exécuté, du moins en partie, que devient cette interprétation.
Les chiffres que j'ai cités dans les 2 chapitres précédents pour montrer la renaissance économique de l'Allemagne depuis le traité couvrent une période de 10 ans, cela suffit, je pense, à démontrer que le traité qui devait détruire l'organisation économique de l'Europe, non seulement n'eut pas cet effet, mais n'empêcha même pas l'activité économique de se relever jusqu'à des niveaux qui dépassèrent souvent ceux d'avant 1914, malgré tous les ravages causés par 4 années de guerre ininterrompue. Après 1929, le mouvement fut renversé, et l'activité économique subit un brusque arrêt dans le monde entier. Faut-il voir là une vague de fond, venue de 1919 ? Que le nationalisme économique, avec son maladroit recours au contrôle d'État, aux restrictions du commerce et aux manipulations de la monnaie, ait sérieusement aggravé les choses, on ne peut guère en douter. Ce n'est pas en Europe seulement qu'il se fit sentir. Mais dans la mesure où les traités de 1919 permirent aux forces du nationalisme d'étayer en Europe centrale un système d'État autonome, il est probable qu'ils contribuèrent à la gravité de la crise, au moins dans cette partie du monde. Toutefois, cet aspect des traités de 1919, bien que M.R. Keynes y ait plusieurs fois fait allusion, ne constitue pas un des points essentiels de son analyse, qui prend pour sujet la paix de Versailles et le traitement de l'Allemagne, plutôt que l'organisation de l'Europe centrale et orientale. Mais, ce qui est plus important, les dangers que, d'après lui, devait engendrer le traité, n'étaient pas précisément de cet ordre. Ce qu'il craignait en 1919, comme conséquence de la prétendue désorganisation économique de l'Europe, c'était une diminution générale et prolongée de la production. La crise de 1929 fut une crise de surproduction, ou tout au moins de surproduction relative. Quelles qu'aient pu être les véritables causes de ce phénomène extrêmement complexe, c'est vraiment une solution un peu simpliste que de l'attribuer au traité de Versailles. Ce qu'on voudrait savoir, c'est en quoi, exactement, le traité peut être tenu pour responsable de la crise cyclique des années 30. Cela, je ne l'ai jusqu'à présent trouvé nulle part, en tout cas, je ne l'ai pas vu dans les écrits que M.R. Keynes lui-même a consacrés depuis plusieurs années à cet énigmatique problème. Si la grande crise économique peut véritablement être comptée parmi les conséquences de la paix, ce n'est certainement pas une de celles que M.R. Keynes nous a laissé prévoir, ni lui, ni personne, d'ailleurs. Il y a pourtant, dans le traité, un facteur important auquel on rattache souvent, plus ou moins directement, la catastrophe économique et financière, c'est le chapitre des réparations. Là non plus, cependant, je ne crois pas qu'il soit possible de formuler une explication satisfaisante. C'est aux États-Unis, comme on le sait, que la crise débuta, par une chute brusque, profonde et continue des valeurs en bourse, suivie d'une chute presque aussi grave des prix commerciaux. Or, dans la mesure où le paiement unilatéral de réparation par l'Allemagne pouvait déranger le mécanisme des prix mondiaux, ceci aurait été le résultat de l'opération des transferts. Normalement, il fallait donc s'attendre avant tout à une chute des prix allemands et à un relèvement du niveau des prix dans les pays créditeurs, y compris et au premier chef, les États-Unis. On ne voit pas clairement comment ce processus pourrait rendre compte du comportement des prix américains après 1929. On ne voit guère mieux comment ces paiements unilatéraux pourraient être la cause de la chute des prix dans les pays débiteurs européens, chute qui eut lieu au bout de 10 années de règlement effectif de réparations et de dettes de guerre, et après le déclenchement de la crise aux États-Unis. Il est possible et même probable que l'arrêt des importations des capitaux étrangers et la continuation des paiements de réparation aient aggravé la crise financière en Allemagne après 1930. Mais l'échelle modérée des versements alors en jeu ne permet pas, nous l'avons vu point d'en attribuer entièrement la cause au système des réparations. Il se peut qu'il ait été l'un des personnages néfastes de ce drame aussi déplaisant que compliqué, mais il ne peut guère y avoir joué qu'un rôle de second plan. Une enquête sur la nature des désastres économiques découlant du traité ne nous mène donc pas très loin, ou bien, au contraire, cette enquête nous entraîne trop loin de notre voie. Sans doute, tout n'était pas facile en Europe pendant les 10 années qui ont suivi la guerre, le relèvement économique ne fut pas immédiat, et nul ne pouvait s'attendre à ce qu'il le fût, après 4 années de destruction et de désintégration sans précédent. L'usure des moyens de production, la désorganisation des transports, l'énormité des dettes nationales et l'inflation monétaire qui en résulta, par-dessus tous les millions de vies humaines détruites, d'individus déracinés, tous ces maux étaient l'héritage de la guerre, et non du traité. On ne nous explique pas non plus comment le traité a pu les aggraver. Nous ne chercherons plus dorénavant, écrit M.R. Keynes, au chapitre L'Europe après le traité à distinguer entre les fruits inévitables de la guerre et les malheurs évitables de la paix. Pourquoi, s'il en est ainsi, parler des conséquences économiques de la paix ?
Nous avons vu, ou bien que la plupart des conséquences dont on nous menaçait ne se produisirent pas, ou bien que celles qui se produisirent effectivement étaient dues à d'autres causes, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas été prédites. Pourtant on voit presque universellement subsister l'impression que les maux économiques dont souffrit longuement l'Europe après la guerre étaient imputables au traité. Il est difficile, écrit Elin Young, de rester patient envers ceux qui, montrant la ruine économique causée par la guerre, s'écrient « Voilà les fruits de votre paix ». 4. Mais enfin, diront encore certaines personnes, tout bien considéré, est-il possible de nier que Hitler fut le produit du traité de Versailles ? Même si le peuple allemand n'a pas été littéralement réduit à la famine, n'a-t-il pas été poussé au désespoir ? Et une attitude plus généreuse de la part des Alliés n'aurait-elle pas empêché la montée du national-socialisme ? Nous ne saurons jamais si une politique basée sur l'oubli complet de ces torts aurait eu pour résultat l'apaisement immédiat de l'Allemagne. Ce que nous connaissons, par contre, c'est la politique qui fut effectivement suivie jusqu'à l'époque de la Révolution nationale socialiste et la marche des événements qui l'accompagnèrent. Après l'échec partiel de la politique de coercition de M. Poincaré dans la Ruhr, le plan Dawes, nous l'avons vu, inaugura une phase nouvelle de l'histoire des réparations. Les obligations imposées à l'Allemagne étaient des plus modérées, et on lui en facilitait l'exécution en lui consentant immédiatement un emprunt. En 1924, l'armée française évacuait la Ruhr. Moins d'un an plus tard, le maréchal Hindenburg était élu président du Reich par une coalition nationaliste. En 1930, le plan Young fut adopté comme règlement final des réparations. Il comportait une réduction très considérable des charges incombant à l'Allemagne. En même temps, l'armée française évacuait la Rhénanie, 5 ans avant la date limite fixée par le traité. Moins de 3 mois plus tard, le Parti national-socialiste, resté jusqu'alors relativement insignifiant, recueillait 6 400 000 voix sur un total de 35 millions et obtenait 107 sièges au Reichstag. Au cours de l'été 1931, les paiements de réparation furent suspendus. L'année suivante, Hitler recueillait 13 400 000 voix contre 19 300 000 au maréchal Hindenburg, lors de l'élection présidentielle. Le 9 juillet 1932, à la conférence de Lausanne, toutes les réparations furent définitivement abolies. Le 21 juillet, le parti de Hitler, obtenant aux élections générales 13 700 000 voix et 230 mandats, devenait le plus nombreux du Reichstag. Les clauses du traité relatives au désarmement étaient de celles dont l'orgueil national allemand avait le plus souffert. En décembre 1932, l'égalité de droit fut concédée à l'Allemagne dans une déclaration à laquelle le gouvernement allemand donna son adhésion. Moins de 2 mois plus tard, Hitler, appelé par le maréchal Hindenburg, devenait chancelier du Reich. On voit donc que la politique d'apaisement n'a pas commencé à Munich. Peut-être ne fut-elle pas poussée assez loin. Examinons donc quels étaient les remèdes que proposait en 1919 Keynes et quelles occasions on a manqué alors d'assurer à l'Europe la liberté, la prospérité et la sécurité. V. Les remèdes proposés se groupaient sous 4 rubriques. 1 degré la révision du traité. 3 grands changements au moins, selon Keynes, étaient nécessaires à la vie économique de l'Europe. Ils intéressaient les réparations, le fer et le charbon, le régime douanier. A. Réparation. Les charges totales de l'Allemagne devaient être fixées à 2 milliards de livres sterling, dont 500 millions seraient représentés par la livraison de sa flotte marchande, de ses sous-marins, de son matériel de guerre, des biens d'État qu'elle avait cédés, etc. Les 1500 millions restants seraient payés sans intérêt en 30 annuités de 50 millions de livres, à partir de 1923. Comme l'a souligné J.F. Dahles, il faut, selon la formule même de Keynes, diviser cette somme de 1500 millions par 2 pour obtenir la valeur actuelle des paiements différés sans intérêt, ce qui donne 750 millions. Ce chiffre est aussi la moitié des 1500 millions de livres qui, d'après les calculs de Keynes 428, étaient la valeur actuelle des 5 milliards de livres que la délégation allemande, dans ses contre-propositions, avait offert de verser. Même si l'on admet que, selon la réponse de Keynes, les deux sommes n'aient pas été comparables. Il n'en reste pas moins que la valeur actuelle totale de sa proposition, 500 plus 750 égale 1250 millions de livres, représentait environ la moitié de la valeur des revendications qu'il estimait lui-même justifiées de la part des Alliés selon l'interprétation la plus stricte du contrat préalable à l'armistice. Et un peu plus de la moitié de sa propre évaluation, à 2 milliards de 1 livres, de la
capacité de paiement de l'Allemagne, évaluation dont nous avons nous-mêmes établi qu'elle était 6 à 7 fois plus faible que ne l'a montré la suite des événements. B. Fer et charbon. Les livraisons de charbon devaient aussi subir des réductions considérables, seules devaient être retenues les livraisons spéciales à la France, celles-là même seraient arrêtées au cas où l'Allemagne, à la suite du plébiscite, perdrait la Haute-Silésie. Dans ce cas, la France devrait donc abandonner tout espoir de satisfaire ses besoins normaux en charbon avant la remise en état de ses mines ravagées, tandis que les besoins de l'Allemagne avaient été préalablement calculés par M. Keynes sur la base du fonctionnement d'avant-guerre des chemins de fer et de l'industrie. Ce n'est qu'à propos de la question du fer et du charbon que M. Keynes crut devoir proposer des amendements au règlement territorial. Ces changements, nous l'avons vu, n'étaient pas d'une grande ampleur, les dispositions relatives à la Sarre doivent être maintenues, sauf un ou deux points secondaires. Les dispositions relatives à la Haute-Silésie doivent être maintenues, mais, ajoutait-il, les Alliés doivent déclarer qu'à leurs avis les conditions économiques exigent le rattachement à l'Allemagne des districts ouïghours, sauf si les désirs de la population sont expressément contraires. Le traité permettait déjà de tenir compte des désirs des habitants par le moyen du plébiscite, et on peut se demander si une nouvelle déclaration, à moins d'être accompagnée d'une pression caractérisée de la part des Alliés, les aurait modifiés en aucune façon. C'était donc tout ce qu'il y avait à redire au remaniement territorial de l'Europe, les frontières auxquelles avait été attribué le bouleversement de l'industrie et la désorganisation de la production, devaient dans l'ensemble être maintenues. La montagne accouchait d'une souris. Il serait difficile, je crois, de rendre un hommage plus significatif à l'œuvre de reconstruction politique accomplie par la Conférence de la paix. Sans doute, le résultat était loin d'être parfait. Mais, comme l'avait expliqué Lord Balfour en réponse à des critiques exprimées à la Chambre des communes, les multiples difficultés économiques auxquelles on se heurtait en Europe centrale et orientale dataient du moment où la guerre avait fait écrouler l'Empire austro-hongrois. Elles sont le résultat de la guerre, dit-il, et nous ajouterons, si vous voulez, qu'elles sont le résultat de l'application à cette partie de l'Europe du principe de la libre disposition des peuples par eux-mêmes. Mon honorable collègue, tout en insistant sur ces graves inconvénients, s'est gardé de formuler ce qui paraît être la conclusion logique de ces critiques, c'est-à-dire que nous aurions dû appliquer les données de l'économie politique, abandonner les droits des peuples et respecter la structure de l'Empire d'Autriche. Mais il ne l'a pas dit et j'imagine qu'il ne le pense pas. Alors, à quoi mènent ces critiques? C'est régime douanier. Bien qu'apparemment il ne jugeât ni possible, ni désirable, de modifier les nouvelles frontières, M. Keynes proposait de remédier à leurs inconvénients économiques en établissant, sous les auspices de la Société des Nations, une union libre-échangiste entre pays qui s'engagerait à n'élever entre eux aucun tarif douanier d'un caractère protectionniste. L'Allemagne, la Pologne, les nouveaux États qui avaient fait partie intégrante des empires turcs et austro-hongrois, et les territoires sous mandat, devaient être astreintes à y adhérer pendant 10 ans. Au bout de ce temps, leur adhésion devenait libre. Les autres États étaient libres d'y adhérer dès le début. C'est un fait généralement reconnu que, tout au moins du point de vue économique, la division de l'Europe centrale en plusieurs États entièrement autonomes constituait un des traits les plus regrettables des traités de 1919, même si c'était là l'œuvre des peuples intéressés, plutôt que celle de la conférence. Il n'est pas douteux que la conférence aurait pu user de son autorité pour rendre la situation plus facile en persuadant ces États, voire même en les y contraignant, de former une fédération économique ou même politique. L'union douanière proposée par M. Keynes aurait pu constituer cette solution. À cet égard, elle était éminemment souhaitable, du moins dans la mesure où elle affectait les États successeurs des empires turcs et autrichiens. Mais sa proposition allait beaucoup plus loin, car il s'agissait d'astreindre ces États à adhérer à une union dans laquelle entrait aussi l'Allemagne. Or, le seul fait que tel ou tel pays participât à cette union libre-échangiste n'aurait pas dû, en soi, nuire à son économie, et, là encore, il importe de garder le sens des proportions. Mais n'est-il pas vraisemblable que, dans un système ainsi constitué, les petits pays et les États jeunes de l'Europe centrale et sud-orientale auraient été graduellement subjugués par la suprématie économique de l'Allemagne, qui aurait trouvé par là le moyen de réaliser son rêve de la Mitteleuropa 437. Cette éventualité était expressément envisagée par M. Keynes. Mais ce danger, à son avis, serait évité si les autres États, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, l'Égypte, l'Inde, la Belgique, la Hollande, les pays scandinaves, la Suisse, l'Italie et la France, entraient aussi dans l'Union. En d'autres termes, le remède aux maux économiques du vieux monde que proposait M. Keynes ne différait guère du libre-échange universel.
C'est donc faute d'avoir réussi à établir à brève échéance un état de choses que Adam Smith lui-même jugeait entièrement utopique et que même le libéralisme du XXe siècle à son apogée n'avait pas été en mesure d'instituer, que les artisans de la paix furent accusés de vouloir détruire la vie économique de l'Europe. Avec les années, la foi de M. Keynes dans les vertus du libre-échange allait se tempérer. Partout où ce sera possible raisonnablement et sans inconvénient, écrivait-il en 1933, chaque pays devrait fabriquer les produits qu'il consomme, et, les finances surtout devraient être purement nationales. Je suis porté à croire que, probablement, après une période de transition, un état d'isolement économique et d'autarcie nationale plus poussé qu'en 1914 tendrait à servir la cause de la paix plutôt qu'à lui nuire. Ces réflexions semblent indiquer qu'une union libre-échangiste universelle aurait pu, après tout, ne pas être un traitement parfait pour les maladies dont souffrait l'Europe centrale et orientale, et que les difficultés auxquelles avaient fait face les négociateurs de la paix en 1919 devait peut-être leur valoir quelque patience et quelque tolérance de la part de leurs critiques. 2 degrés règlement des dettes de guerre interalliées. Mais, à elles seules, les propositions qu'on vient d'énumérer ne pouvaient suffire, car M. Keynes voyait parfaitement que si les alliés européens n'obtenaient pas de l'Allemagne les réparations qu'il en attendait, leur situation économique et financière serait désespérée, à moins qu'ils pussent trouver par ailleurs le moyen d'y parer. Il proposait donc que l'Angleterre s'abstint entièrement de réclamer à la Belgique, à la France et à la Serbie, les paiements en espèces que lui devaient ces 3 États, et que toutes les dettes interalliées fussent définitivement annulées. La première proposition honorait les plus hautes traditions de la générosité politique anglaise et aurait dû suffire à montrer combien se trompaient certains critiques qui affirmaient, à cette époque, que M. Keynes était ému par des sentiments pro-allemands. Malheureusement, les hypothèses d'ordre pratique sur lesquelles reposait le succès d'une telle politique n'étaient pas justifiées. Tout d'abord, cette politique même était peu défendable, étant donné la capacité de paiement réelle de l'Allemagne, car il n'y avait pas de raison d'infliger aux contribuables anglais, non plus, d'ailleurs, qu'aux contribuables américains, un fardeau qui pouvait équitablement être partagé, dans une mesure appréciable, par le budget allemand. Mais l'obstacle essentiel, c'est que, reposant finalement sur une solution de la question des dettes de guerre qui devait n'être jamais acceptée, cette politique se serait vite révélée impraticable, car, à moins que les États-Unis eussent renoncé aux paiements qui leur revenaient du fait des emprunts consentis pendant la guerre aux Alliés, ceux-ci, ayant abandonné tout ou partie des réparations, auraient fait un marché de dupes. Ce n'est pas mon propos de discuter ici l'éternel problème des dettes de guerre interalliées. Dans le plan de M. Keynes, ce problème s'intégrait dans le règlement des réparations. Les États-Unis, s'étant désolidarisés du traité de Versailles, consentirent plus tard à leurs anciens associés des réductions substantielles sur leurs dettes de guerre, mais ils maintinrent inflexiblement, et c'était leur droit, que la question des dettes de guerre et celle des réparations devaient rester entièrement distinctes. Un seul homme d'État, peut-être, si ces vues avaient alors paru acceptables au peuple américain, aurait pu suivre une autre voie et persuader les États-Unis de participer plus activement à la reconstruction financière de l'Europe. En fait, cet homme d'État échoua, et peut-être ses efforts ne trouvèrent-ils pas toujours les appuis sur lesquels il aurait pu compter le plus légitimement. 3 degrés emprunt international. On peut en dire autant de la proposition faite par M. Keynes d'un emprunt international. Plusieurs projets de ce genre avaient déjà vu le jour à la conférence de la paix lorsqu'elle étudiait la restauration financière de l'Europe. L'un d'eux, présenté par M. Keynes, envisageait l'émission par l'Allemagne et par d'autres États européens de bons pour un montant de 1 500 millions de livres sterling, garantis par les puissances alliées et associées. Mais ce plan ne reçut pas l'agrément du président Wilson, qui déclara qu'il ne pourrait obtenir du Congrès la faculté d'accorder la garantie fédérale à des bons d'origine européenne. Le projet avancé par M. Keynes dans son livre n'était pas tout à fait aussi ambitieux, il montrait qu'on pouvait déjà faire beaucoup avec un emprunt de 200 millions de livres sterling pour commencer, et un fonds de garantie de 200 millions aussi pour stabiliser les monnaies. Là encore, les charges les plus lourdes, il l'indiquait, devaient retomber en fin de compte sur les prêteurs américains, mais l'image de l'Europe que traçait M. Keynes n'était guère propre à les encourager à tenter l'aventure. Et vraiment, il ne mâchait pas les mots, si j'étais un membre influent de la trésorerie américaine, écrivait-il, je ne prêterais un sou à aucun des gouvernements européens actuels. En fait, il ne demandait rien de moins que le changement des gouvernements au pouvoir en Europe, comme préliminaire presque indispensable au remède qu'il proposait. Malheureusement, les projets de M. Keynes ne furent pas reçus avec faveur par l'opinion américaine, du moins, pas sur ce point.
On trouverait difficilement dans toute la littérature polémique, écrit le professeur Shotwell, un autre ouvrage dont l'auteur est aussi complètement ruiné sa propre cause. Car la caricature tracée par Keynes, où il montrait les intrigues malhonnêtes de demandeurs sans scrupules, suffirait à détourner tout honnête Américain d'avoir jamais affaire à ce monde de tricheurs que constituaient, d'après Keynes, les dirigeants de la conférence de Paris. Si l'on admet l'exactitude de l'image de l'Europe que M.R. Keynes présentait à ses lecteurs, ses raisonnements étaient tout à fait plausibles. L'événement montra qu'il était convaincant aussi, du moins jusqu'à un certain point. 4 degrés relation entre l'Europe centrale et la Russie. On ne saurait attendre de M.R. Keynes, dans un livre consacré principalement au traité de Versailles, une analyse complète de la situation européenne. Cependant, dans les dernières pages, il soulignait la vanité et l'instabilité de la politique alors pratiquée à l'égard de la Russie. Il s'indignait en même temps contre les rêves insensés et les intrigues puériles, qui, d'après lui, tendaient à réaliser cette conception imbécile qu'était l'établissement d'États indépendants comme la Pologne et la Roumanie. Il laissait entendre que la France soutiendrait à l'avenir ces États pour en faire les instruments de son hégémonie militaire. Quelles qu'aient pu être les erreurs et les contradictions de la politique suivie par les Alliés en 1919 à l'égard de la Révolution russe, ces erreurs étaient le produit malheureux des circonstances. Il n'y avait là rien, en tout cas, qui pût nuire de façon durable aux relations germano-russes. En fait, le traité de Versailles, qui abolissait les traités de Brest-Litovsk, laissait l'Allemagne libre d'organiser à son gré ses rapports, commerciaux et autres, avec la Russie, et c'est ce qu'elle ne manqua pas de faire à Rapallo 3 ans plus tard. Mais peut-être y avait-il quelque raison de craindre, et on le craignait en effet alors dans certains milieux alliés, que l'Allemagne profitât de la désintégration de la Russie pour établir sa domination dans l'Est de l'Europe. Ces possibilités, comme le montra M.R. Keynes, expliquaient une incohérence dans la conduite des Alliés qu'il n'eut pas de peine à mettre en évidence. Mais à ses yeux ces craintes étaient très peu justifiées. La perspective de voir s'établir à l'Est une nouvelle puissance militaire qui, puisant au Brandebourg ses inspirations, serait pour l'Europe orientale, centrale et sud-orientale le pôle d'attraction de tous les talents militaires et de tous les tempéraments d'aventuriers, de tous ceux qui regrettent les empereurs et haïssent la démocratie, puissance qui, géographiquement, serait hors de l'atteinte des armées alliées. C'étaient là, pour lui, les prévisions des esprits timorés. À ses yeux, apparemment, la méthode à suivre pour résoudre la question d'Europe orientale ne présentait pas de bien grandes difficultés. Il est de notre intérêt, écrivait-il, de hâter le jour où, dans chaque village russe, les agents et les organisateurs allemands pourront remettre en mouvement le jeu normal des mobiles économiques. Lui vint-il à l'esprit que ces agents et ces organisateurs mettraient peut-être en mouvement certains courants qui ne seraient pas uniquement économiques. Et qu'en l'occurrence, les esprits timorés, c'était Mazarin, lorsqu'il déclarait que les Allemands dirigeraient leur agression vers l'Europe orientale, parce que s'ils en étaient les maîtres, ils régleraient facilement le compte de la France, puis de l'Angleterre, puis des États-Unis. C'était Winston Churchill lorsque, craignant de voir l'influence allemande devenir rapidement prédominante en Russie, il avertissait le Conseil suprême que si la Russie tombait entre ses griffes, l'Allemagne deviendrait par là plus forte que jamais, ou bien Woodrow Wilson, expliquant à ses compatriotes que, dès que l'Allemagne pourrait avoir sur la Russie une influence décisive, elle trouverait là aussi le chemin de l'Orient, qui l'amènerait à la domination du monde. Si vous ne le lui fermez pas, disait-il, vous serez infailliblement conduit, tôt ou tard, à participer à une guerre exactement semblable à celle d'où nous sortons, ou bien encore, c'était Sir Ralph de Mackinder, déclarant, dans un livre plein de clairvoyance, dont l'Allemagne allait bientôt s'inspirer, que quiconque règne sur l'Europe orientale domine le cœur du vieux monde, et domine aussi par là l'ancien continent tout entier, et quiconque règne sur l'ancien continent est maître du monde. Mais la probabilité même des projets de l'Allemagne vers l'Est détournait M.R. Keynes de s'en alarmer. À son sens, ils auraient dû suffire à dissiper les inquiétudes de la France. Croire qu'elle ait quoi que ce soit à craindre de l'Allemagne dans un avenir prévisible, sinon par sa propre faute, c'est une erreur, écrivait-il 2 ans plus tard. Quand l'Allemagne aura recouvré sa force et sa fierté, ce qui ne peut manquer d'arriver, bien des années passeront encore avant qu'elle jette de nouveau les yeux vers l'Ouest. L'avenir de l'Allemagne, aujourd'hui, est à l'Est, et c'est de ce côté que ses ambitions et ses espoirs, quand ils renaîtront, se tourneront certainement. Sur cette prophétie triomphale, nous devrions sans doute clore cette partie de notre ouvrage. Une paix qui fournissait aux vaincus de pareilles possibilités de relèvement méritait-elle vraiment le nom de carthaginoise? L'histoire a attaché cette épithète aux épilogues de 2 guerres. Le premier est un traité de paix proprement dit entre Rome et Carthage.
Le second n'est pas un traité, Carthage fut incendiée et complètement rasée, traitement qui n'a certainement rien de comparable avec celui que reçut l'Allemagne en 1919. C'est donc avec le premier seulement que nous pourrons chercher à établir un parallèle. Après avoir été vaincu à Zahame, Carthage perdit presque tous ses navires de guerre et tous ses territoires d'outre-mer, elle dut abandonner à ses voisins de grandes portions de son domaine continental, et payer à Rome une indemnité de guerre de 4000 talents. Donc, il n'était pas injustifié d'appeler le traité de Versailles une paix carthaginoise. Quant à savoir si la première paix carthaginoise était le fruit d'une vindicte excessive, c'est affaire d'opinion. Celle de Mahamson, bon allemand et bon pangermaniste, s'il en fut, qui vaut bien, sur ce point du moins, celle de n'importe qui, c'est que la noblesse d'âme et les qualités d'homme d'État des deux grands antagonistes se montrèrent aussi bien dans la magnanime soumission des Hannibal à l'inévitable que dans la sagesse dont fit preuve Scipion en n'abusant pas de sa victoire. L'histoire, assurément, n'a pas dit son dernier mot sur le traité de Versailles. Toujours est-il que notre avenir immédiat risque fort d'être modelé selon l'image qu'on se fait généralement du passé, et les prophéties populaires, à cet égard, trouveront sans doute plus d'adeptes que la docte et prudente histoire. Quant à M. R. Keynes, je suis prêt à croire que ses intentions étaient pures, ses convictions sincères, et qu'il se peut que son échelle des valeurs, après tout, ait été juste. Mais bon nombre des faits qu'il avançait, en tout cas, étaient inexacts, cela, je crois l'avoir prouvé de façon convaincante. Les prophètes prophétisent faussement, dit Jérémie, et par eux les prêtres dominent. Et mon peuple l'aime ainsi. Mais que ferez-vous donc quand viendra la fin? Chapitre 7. La paix. On ne rétablira l'ordre dans le monde qu'en montrant, de la façon la plus ferme et la plus résolue, la volonté de gouverner et de faire prévaloir la justice. Woodrow Wilson. Dernier discours public, radiodiffusé pour l'anniversaire de l'armistice, le 1 novembre 192 310. L'humanité n'est pas une institution philanthropique. Vouée dès avant sa naissance à faire de ses semblables sa proie, indéfiniment tenté, indéfiniment déçu, l'homme, même s'il a été conçu dans quelque dessein facétieux, n'est certes pas, de par sa nature, destiné au bonheur. À ce jour, la création tout entière gémit et ploie toujours sous le fait. Il y eut des époques qui reconnurent plus ou moins dans cet état de choses un ordre établi. Quand il apparut que seul le privilège et la superstition, ensemble conjurés, faisaient obstacle à la perfectibilité infinie de la race humaine, et quand l'avancement des sciences et l'accumulation des richesses promirent le progrès illimité du bien-être matériel, les forces torrentielles des espoirs temporels se déchaînèrent. Mais le temps sait manier l'ironie comme Satan lui-même, et les échecs qu'il ne cesse d'infliger aux appétits, aux ambitions et aux aspirations des hommes ne pouvaient manquer de susciter, en désespoir de cause, toutes les ressources de leur férocité naturelle, car l'homme n'est pas fait pour rester toujours dressé sur ses pieds de derrière. Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui sont probablement l'aboutissement de cette aventure. Le poète 453 qui avertissait l'Europe que la route où elle s'engageait conduisait, de l'humanité, par la nationalité, à la bestialité, en avait assez bien prévu le terme. Mais, avec un pareil point de départ, le danger de dévier hors du droit chemin se présente assez vite, et, à moins de l'éviter, on se trouve dans une impasse. De temps en temps, depuis des siècles, un murmurant chanteur s'insinue au cœur des hommes, vous serez semblable aux dieux. Mais le culte de l'humanité est si loin d'être en harmonie avec la nature intime de l'homme, et tellement incompatible avec l'organisation naturelle de notre espèce, qu'il conduit presque fatalement à quelque forme du culte de soi-même, en la personne d'un individu ou d'une collectivité, et que, bien souvent, il aboutit tout simplement à l'adoration du diable. Par contre, toutes les inventions, toutes les constructions lourdes et monumentales érigées comme autant de barrières pour endiguer les instincts de l'homme, toutes les civilisations eurent probablement en commun cet inexplicable secret, qu'elles lui assignaient une fin ultérieure, et c'est précisément dans la mesure où elles le firent qu'elles atteignirent aussi parfois leur plus haute valeur humaine. Ainsi, par contraste avec la systématisation du meurtre en masse que connaît notre époque, les autodafés de l'Inquisition eux-mêmes paraissent tout imprégnés de la charité et presque de la bonté d'homme que la plus ardente conviction poussait à remplir un devoir, sauver des âmes immortelles. Aujourd'hui, l'extermination a pour seul objet le profit des exterminateurs. On s'étonne souvent que des choses pareilles soient encore possibles au XXe siècle, mais ces choses-là sont le XXe siècle. Elles font partie de sa substance même. Elles portent, pour ainsi dire, sa marque de fabrique et son sceau.
Burke, on nous le rappelle souvent aujourd'hui, a dit qu'il ne savait pas selon quelle méthode on pourrait dresser un acte d'accusation contre un peuple tout entier, mais contre qui faut-il dresser l'acte d'accusation qui porte sur le meurtre d'un peuple tout entier. Ceux qui meurent dans les camps d'extermination d'Europe orientale, ces multitudes sur qui s'est abattue l'iniquité, sont, comme l'annonçait le même Burke, privés de toute consolation extérieure. Ils paraissent abandonnés des hommes, écrasés par la conjuration de tous leurs semblables réunis. C'est, je crois, le président Roosevelt qui a dit un jour que la guerre actuelle met aux prises ceux qui croient en l'humanité et ceux qui ne croient pas en elle. Peut-être. Mais on ne saurait nier que, du moins s'il s'agit de succès temporels, ceux qui font reposer là leur foi se sont trouvés jusqu'à présent, pour faire la guerre, dans une position quelque peu désavantagée. Plaignons donc de tout cœur nos semblables, admirons-les, respectons-les, aimons-les, mais l'homme ne saurait guère être l'objet d'une croyance, et ce doit être à quelque chose de meilleur que l'humanité que les hommes investis de la dignité de chrétiens doivent une foi que rien ne peut remplacer. Mais la foi, et avec elle l'espérance, prennent, de nos jours, d'autres voies, et celles-ci nous ont conduits, non seulement à l'attente de fins démesurées, mais à un égal dédain des moyens nécessaires. Avec quel superbe M.R. Keynes niait le dogme wilsonien parce qu'il garantissait les frontières, mais non pas le bonheur. Pourtant les fondateurs des États-Unis eux-mêmes n'avaient pas osé garantir autre chose que la recherche du bonheur, et, probablement, leurs successeurs ne concevaient pas qu'il fût possible, le monde étant ce qu'il est, d'aller même jusque-là sans avoir d'abord garanti les frontières. Peut-être avons-nous appris aujourd'hui, ce qui arrive à ceux dont les frontières sont violées par l'invasion. Et quant au bonheur, nous le voyons partout en fuite, fuite si rapide, si effrénée, que l'État ne croit pas trop faire en lançant sur ses traces, dans une poursuite sans relâche, l'ensemble de ses forces organisées. Il y a 150 ans Saint-Just, et le grondement lointain de la canonnade faisait écho à ces paroles, Saint-Just proclamait devant la Convention que le bonheur était une idée nouvelle en Europe. Aujourd'hui, tandis que le spectre du bonheur tremble et s'évanouit douloureusement, cette ère nouvelle nous apparaît comme un intermède bref et tourmenté, sur lequel, déjà, le rideau tombe. Ainsi, la roue a fait un tour complet. Après tout, n'est-ce pas là la nature même d'une révolution ? La marche du monde à travers l'espace infini est aussi une éternelle révolution. Il faut que la vie continue, invincible, suivant son orbite au cours du temps infini. Et comme, d'un bout à l'autre de la planète, nous voyons les institutions sociales évoluer toujours plus rapidement, les institutions économiques devenir toujours plus dynamiques, et les institutions politiques toujours plus aérodynamiques, il faut sans doute nous attendre à voir, dans un proche avenir, s'amplifier et se précipiter toujours davantage cette réjouissante progression, nous attendre, très littéralement, à l'accélération des tours de roue. Nous avons vu déjà quel chemin a été parcouru au cours de notre vie. Demain, peut-être, Lord Keynes, suivant un illustre précédent point nous offrira un beau programme tout neuf, comportant le versement par l'Allemagne d'indemnités complètes, le retour à l'étalon or, et dénonçant la promesse trompeuse du plein emploi. Et pourquoi pas, en vérité. Mais les exercices de cet éblouissant prestidigitateur se succèdent à une telle allure qu'on en perd haleine et que je ne saurais les suivre avec toute l'attention qu'ils méritent. Laissons donc la M.R. Keynes et ses œuvres et tournons-nous vers l'avenir pour le contempler pendant quelques brefs instants, essayons de découvrir ce qu'il recèle, et à l'aide de quels instruments nos mains auront peut-être encore la force de le modeler. 2. L'auteur ne se propose pas de présenter ici le plan détaillé d'une paix universelle, ni même d'une paix européenne, il va sans dire qu'il ne se sent nullement en mesure d'affronter une pareille tâche, et de plus, le moment est proche où même un bon Européen ne sera déjà plus qu'une variété d'insulaires. Mais l'auteur croit aussi qu'en fin de compte il sortira plus de bien du rapprochement progressif et patient des opinions de ceux qui prennent part aux tâches pratiques de la reconstruction, de cette harmonisation des bonnes volontés réunies, de cette conjuration des intelligences, irréalisable sans l'aide du temps, que de la confrontation hâtive de programmes cristallisés, pour ainsi dire, en un tout rigide. D'autre part, il se présentera sans doute aussi des circonstances où l'on devra battre le fer pendant qu'il est chaud, et saisir au moment favorable les occasions imprévisibles autant que fugitives. Mais là, comme partout, et toujours, il faudra se laisser guider par certains principes. L'auteur, dans cet esprit, espère que les lignes qu'on va lire pourront contribuer utilement à la discussion générale. Ainsi qu'il est naturel après les catastrophes Chuianes viennent de subir, tous les peuples éprouvent le profond désir de profiter des leçons du passé et d'éviter la répétition des erreurs qui furent commises la dernière fois, mais cette disposition, saine et louable en elle-même, risque fort de nous engager dans la mauvaise voie, et de nous égarer une fois de plus.
L'esprit de réaction contre le Congrès de Vienne qui régnait à Paris il y a 25 ans était dû en partie à la méconnaissance des événements. Comme le propose le professeur Brogan, il ne serait peut-être pas inutile de chercher à découvrir ce qui s'est fait à Versailles avant de décider de ne pas le refaire. L'auteur souhaite que le présent ouvrage contribue à cette découverte. Il est de bon ton, depuis le début de la guerre actuelle, de proclamer que les questions économiques, si ridiculement négligées ou si mal résolues en 1919, devront prendre le pas sur toutes les autres lorsque, après la guerre, on entreprendra la reconstruction, que les questions politiques, telles que les modifications de frontières, sont de peu d'importance, ou, tout au plus, secondaires, bref, que si nous nous occupons des affaires économiques, les affaires politiques s'arrangeront d'elles-mêmes. D'autre part, la légende des réparations a une si forte prise sur l'opinion experte et profane, que depuis longtemps c'est presque un lieu commun de dire que, cette fois-ci, quelle que soit l'évolution de la guerre, les Alliés seront bien avisés de renoncer à toute réparation de la part de l'Allemagne. Jusqu'où a pu aller cet état d'esprit, on en jugera d'après l'opinion émise par une importante revue financière. Peu après la défaite de la Pologne, il sera indispensable, écrivait l'économiste, de voir loin dans ce qui touche les indemnités. Par exemple, en équité, rien n'est plus justifié que d'exiger des réparations pour la destruction de Varsovie. Mais il serait probablement à l'avantage des Alliés de reconstruire la ville à leurs propres frais plutôt que d'insinuer encore une fois le poison des réparations dans les rapports entre l'Allemagne et ses voisins de l'Ouest. On imagine sans beaucoup de peine l'effet que pouvaient avoir sur l'esprit des Allemands des déclarations de ce genre, si magnanimes, si bien intentionnées qu'elles aient été à coup sûr. C'était dire à l'Allemagne, va, et recommence à pécher. Tue, brûle, bombarde, lève des tribus, pille, viole, déporte, dévaste, massacre. Quoi que tu fasses, on ne t'en demandera pas compte, puisque les réparations sont exclues, nous nous occuperons nous-mêmes des dommages et tu tireras ton épingle du jeu. Quoi qu'il arrive. Pile, tu gagnes, et face, tu ne perds pas. Et l'Allemagne, persuadée de remporter la victoire finale, mais se fiant en tout cas à l'impunité que semblait lui promettre l'histoire des 20 dernières années, a ravagé l'Europe de l'un à l'autre bord, et pour cette entreprise le peuple allemand, dans son ensemble, a été, chose bien naturelle, un partenaire empressé, actif et satisfait, tant que les choses allèrent bien. Il est inutile, et d'ailleurs, actuellement tout à fait impossible, de décrire exactement l'état auquel a été réduite l'Europe par 4 ou 5 années d'occupation allemande. Même si les dégâts causés par cette occupation ne sont pas répartis également, même si des régions étendues sortent relativement indemnes de la tourmente, les souffrances, la dégradation, la terreur qui, du fait de l'Allemagne, ont bouleversé des millions de vies humaines, laisseront l'Europe dans un état misérable, difficile à dépeindre comme il le faudrait. Les chiffres représentant les tributs financiers, explicites et précis dans leur énormité, ne rendent compte, nous l'avons vu, que d'une partie de la vérité. Il faut y ajouter le pillage ininterrompu des richesses, qui ne laisse presque aucune trace écrite, les destructions et les dévastations, résultats inévitables des opérations de guerre, et particulièrement des bombardements aériens, la politique de la terre brûlée appliquée par l'Allemagne au pays d'où elle est contrainte de se retirer, les maux incalculables infligés méthodiquement à des êtres humains, dont des millions ont été arrachés à leur foyer, enfin, et ce n'est pas le moins grave, la sous-alimentation prolongée de la plus grande partie de l'Europe occupée 458, sans compter, bien entendu, toutes les vies humaines englouties dans les combats, et toutes celles que le génie allemand de l'extermination a tranquillement, progressivement et scientifiquement éliminées. Les conséquences de cet état de choses, si l'on y porte remède, sont bien claires. L'Allemagne, malgré les pertes effroyables qu'elle aura subies, pourrait cependant avoir fait un pas de plus vers la domination qu'elle cherche à exercer sur l'Europe, car elle aura systématiquement affaibli ou détruit ses voisins, au point que leur rétablissement sera forcément plus lent que le sien. Ainsi, tout en perdant la guerre militairement et politiquement, elle a fait d'ores et déjà tout ce qui dépend d'elle pour éviter en partie les effets de la défaite, et pour gagner la guerre en fin de compte, au moins en Europe, dans le domaine économique et biologique. Devant cette situation, qu'il était facile de prévoir, si nous nous bornons à prendre le contre-pied du traité de Versailles, à appliquer le principe que, malgré tout ce qu'aura fait l'Allemagne, nous interdirons de toucher à ses frontières ou d'exiger d'elle des réparations, nous n'arriverons à rien, ce sont les victimes de l'Allemagne qui en arriveront précisément au point où elle veut les amener.
Mais si, par contre, nous soumettons les erreurs passées à un examen plus objectif et plus réfléchi, nous découvrirons peut-être que, même si l'on ne peut remédier entièrement à des torts dont la plupart sont irréparables, même s'il n'est pas de guérison infaillible et permanente aux maux d'où sortent les guerres qui déchirent l'humanité, il existe pourtant en fait des alternatives que notre devoir élémentaire nous commande d'envisager. 3. Albert Thomas, alors directeur du Bureau international du travail, demanda un jour, dit-on, à Mr. Henry Ford ce qu'il pensait du problème russe. Il n'y a pas de problème russe, lui fut-il répondu. Depuis 6 mois, j'ai livré à la Russie pour 275 000 $ de tracteurs, et j'ai été payé jusqu'au dernier cent. Si, comme on le propose parfois aujourd'hui, nous appliquions cette méthode vraiment ingénieuse aux divers problèmes qui se posent dans le monde, leur solution ne devrait pas être bien difficile. Il serait, au contraire, difficile à nous de comprendre pourquoi ils ne sont pas tout résolus depuis longtemps. En particulier, c'est une mode très répandue d'affirmer que les besoins économiques doivent prendre le pas sur les traditions nationales et politiques, désormais surannées, et que c'est aussi à des causes économiques qu'il faut attribuer les malheurs de l'Europe, d'où l'on conclut que la constitution dans notre continent de grandes unités où la production en série ne serait pas freinée par le morcellement du territoire, devrait être notre premier objectif. C'est ainsi, d'après le professeur E. H. Carr, que Naaman, avec sa Mitteleuropa, s'est montré bien meilleur prophète que Wilson avec son droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais alors, dirons-nous, Hitler s'est montré meilleur prophète encore, car, si la fusion de l'Europe en une seule entité économique doit véritablement passer avant tout le reste, la lutte poursuivie depuis 5 ans, au prix de tant de vies humaines et de richesses, pour empêcher l'intégration de l'Europe sous la domination allemande, serait non seulement un crime, mais une folie. Il n'est pas inconcevable qu'un jour vienne où le monde sera soumis à la loi d'un empire planétaire unique. Mais tant que ce jour ne sera pas venu, l'humanité restera partagée en nations distinctes ou en groupes de nations, et le problème, jusque-là, ne sera pas d'établir une paix toujours facile à sauvegarder en souscrivant à la volonté du plus fort, mais de maintenir aussi longtemps que possible un état de choses assurant à la liberté de chacun les garanties qui lui sont dues. À cet égard, ce n'est pas par leur vertu propre que les grandes unités appelleront la paix et la liberté, mais seulement si se trouvent remplies certaines conditions relatives à leur composition interne, à leur rapport avec leurs voisins, grands et petits, et l'on verra que ces conditions même résultent le plus souvent de données géographiques. Ni les grandes unités, ni la prospérité économique ne sont choses entièrement nouvelles, mais l'histoire nous dit qu'elles n'apportent pas aux hommes des bienfaits sans mélange. En 1914, à l'époque d'une prospérité économique sans précédent dans les annales de l'humanité, les grandes unités ne fournirent qu'une base bien fragile à la paix européenne. Vouloir expliquer la catastrophe actuelle par la balkanisation économique de l'Europe centrale et sud-orientale depuis 1919, ce serait donc vraiment se contenter d'un raisonnement un peu simpliste. Le but de ce livre n'est nullement de faire l'apologie de la paix de Versailles, mais, tandis que les défauts d'ordre économique reprochés au traité étaient, pour la plupart, imaginaires ou exagérés, l'auteur partage l'opinion de ceux qui soutiennent que ce sont les fautes politiques qui furent vraiment décisives. Peut-être fut-ce une erreur, au point de vue économique, de permettre ou même d'encourager la division de la monarchie danubienne en plusieurs États souverains, mais ces États demeuraient libres, s'ils y trouvaient leur intérêt, de former entre eux une fédération économique organisée à leur guise 461, et, s'ils ne le firent pas, ce sont eux qui y perdirent plus que personne. Mais combien plus graves pour le reste du monde furent les conséquences politiques du morcellement de l'Europe centrale et sud-orientale. C'était là, comme on l'a d'ailleurs souvent montré, le vice fondamental de tout le système. On constitua une Europe où l'Allemagne forte, centralisée, possédant une population d'environ 70 millions d'habitants, restait entourée d'un chapelet de petits États obligés de se fier, pour le maintien de leur indépendance, à l'aide de puissances lointaines. Bref, on ne réussit pas, et nous pourrions presque dire que cet échec fut voulu, à établir un juste équilibre des forces. Car, si décidé qu'il fut à rejeter un système diplomatique de cet ordre, Wilson lui-même avait prévu que l'Europe qu'il laissait ainsi faite, en grande partie, de ses propres mains, ne pourrait guère se maintenir d'elle-même, que si les puissances extérieures à l'Europe ne lui prêtaient pas leur appui, l'Allemagne pourrait encore lui imposer sa volonté. Tous les pays que l'Allemagne voulait écraser et réduire à n'être plus que des instruments entre ses mains ont été sauvés par cette guerre, déclara Thiel. Les plus grandes puissances du monde leur ont garanti que personne ne violerait plus leur liberté.
Si vous ne voulez pas leur donner cette garantie, vous les exposez à coup sûr à une nouvelle tentative de domination, et, dans le cas où éclaterait une autre guerre semblable à celle-ci, pourriez-vous rester à l'écart 462. Or, la Société des Nations avait été fondée précisément dans le dessein d'assurer aux faibles l'appui dont parle ici le président Wilson. Mais, des puissances qui la constituaient, les unes ne se montrèrent pas disposées à agir, le moment venu, aux autres manqua la préparation ou la résolution nécessaire pour remplir à temps leurs obligations. À la vérité, l'esprit dans lequel avait été conçue la Société des Nations présumait trop de ses membres. Comme on l'a fort bien dit, ça n'est pas la société qui a fait faillite, ce sont les nations. Et, si Wilson est coupable de s'être abandonné à une illusion, cette illusion, c'était l'humanité. Si ce traité était rejeté, dit encore le président, s'il était mutilé, alors la tragédie qui s'ensuivrait amènerait une conversion générale à l'opinion que j'exprime aujourd'hui, mais, ajoutait-il, je ne souhaite pas voir se produire pareille conversion. Je ne souhaite pas voir une ère de sang et de chaos préluder à la conversion des hommes aux seules méthodes qui permettent de réaliser la justice. Est-il concevable que nous fassions encore une fois reposer notre espoir sur un plan renouvelé d'assistance mutuelle ? Ces plans-là sont peut-être très beaux sur le papier, mais le papier, disait Catherine de Russie, est moins chatouilleux que la peau humaine, et la peau humaine, en premier comme en dernier lieu, est bien la matière première sur laquelle s'exerce l'ingéniosité des hommes d'État. Quand viendra le temps de réédifier une organisation mondiale, ces hommes d'État seront bien avisés de point suivre le conseil que donnait déjà, il y a 25 ans, Sir Relford Mackinder, et de tenir compte des réalités, non pas seulement des réalités économiques, mais des réalités physiques et géographiques, politiques et humaines, dans leurs calculs, l'étendue des continents, la largeur des mers, la forme des côtes, la situation des fleuves, des montagnes, des plaines et des déserts, des îles, des canaux et des détroits, et par-dessus tout, la force numérique et le caractère national des peuples, devront entrer en ligne tout autant que les statistiques de la production du blé, du charbon ou du pétrole. Leur première tâche, avant de poser les fondations durables d'une organisation mondiale, sera d'examiner les matériaux qui devront servir à l'édifier. Ceci nous conduit à l'étendue et à la configuration des pays, et au problème des frontières, qui, en dernière analyse, revient à définir, pour chaque pays, son être même. Aujourd'hui plus que jamais, les frontières demeurent, selon l'expression de Laure Curzon, le tranchant de rasoir sur lequel s'équilibrent, dans le monde moderne, les forces d'où sortiront la guerre ou la paix, la vie ou la mort des nations. Pour l'Angleterre comme, pour les peuples d'outre-océan, le propre de leurs frontières est d'être en même temps des grandes routes qui, à la fois, constituent le rempart les isolant du monde et fournissent le moyen de communiquer avec lui. C'est pourquoi, sans doute, les questions de frontières des pays maritimes ne souffrent pas plus la comparaison avec celles des pays continentaux que l'arête de la proue d'un navire avec le fil d'un rasoir, pour parler comme T.E. Lawrence. Pourtant on ne saurait douter qu'aujourd'hui comme autrefois, les frontières devront être le premier, sinon peut-être le principal objet du traité de paix. En fait, la guerre actuelle, à l'origine de laquelle se trouve la violation d'une frontière, n'a pas cessé d'être une lutte pour la sauvegarde des frontières, du moins de la part des Nations Unies, car la Charte de l'Atlantique, en affirmant le droit qu'ont tous unième peuple de choisir la forme du gouvernement sous lequel ils veulent vivre et en promettant la restauration de leurs droits souverains à ceux qui en ont été privés par la force, a défini du même coup le véritable but de la guerre. Faire que chaque pays soit libre, chasser l'ennemi des territoires qu'il a envahis et dont il s'est emparé, veiller à ce qu'à l'avenir il n'outrepasse plus ses droits, et assurer à chaque nation le respect des siens. L'auteur s'estimera satisfait s'il a pu contribuer à ramener sur la question des frontières l'attention publique qui en avait été trop longtemps, et bien malheureusement, détournée. La répugnance à envisager les questions territoriales proprement dites, qui caractérisent tant d'ouvrages traitant de l'après-guerre et de la reconstruction trouve son excuse dans les inextricables difficultés que présente un écheveau embrouillé des nationalités en Europe centrale et orientale, mais la meilleure façon de résoudre un problème n'est peut-être pas de nier son existence. Une tendance plus favorable, très à la mode depuis quelque temps, voudrait que l'on changeât non pas tant le tracé des frontières que leur importance. L'auteur se rallierait de grand cœur à cette manière de voir, s'il ne la trouvait difficile à concilier avec l'exigence, qu'on y voit si souvent associée, d'une nationalisation toujours plus accentuée de la vie économique. Car tout ce qui renforcera le rôle économique de l'État donnera inévitablement aussi plus d'importance aux frontières.
l'auteur s'avoue entièrement incapable d'imaginer comment, étant donné les tendances actuelles de la politique économique, on pourrait à la fois enlever aux frontières leur importance et développer dans tous les domaines l'intervention de l'État. Ce n'est donc peut-être pas le fait du hasard que la Russie soit le seul pays qui ait eu dès le début un programme territorial bien défini, le premier qui ait posé la question des frontières, en même temps qu'elle ne paraît pas éprouver plus d'hésitation quant à la paix qu'elle fera avec l'Allemagne qu'elle n'en a montré dans la conduite de la guerre. En fait, c'est seulement quand apparurent les desseins territoriaux de la Russie que ces questions, jusqu'alors négligées en Angleterre et en Amérique par une opinion publique indifférente ou timorée, commencèrent à y être envisagées sérieusement. N'est-il pas remarquable qu'un État qui se fonde si largement sur la philosophie économique de l'histoire et qui exerce une autorité si entière sur la vie économique de ses peuples, soit aussi le premier, parmi les Nations Unies, qui ait exigé le remaniement de ses frontières pour des raisons politiques et stratégiques? On voit donc, à l'est de l'Europe, les éléments d'une solution prêts à être mis en œuvre, et la réapparition de la Russie parmi les grandes puissances change la face des choses, en comparaison de l'Europe mal équilibrée de 1919. En Poméranie et en Prusse orientale, le nœud gordien des nationalités, que la conférence de 1919 avait hésité à démêler, va être tranché. Si l'on ne procède dans cette région, dans un sens ou dans l'autre, à l'assimilation forcée d'importants blocs minoritaires, les nationalités y resteront aussi enchevêtrées que par le passé et il sera impossible de trouver une ligne de partage satisfaisante. Le remède héroïque d'un échange de population, si douloureux qu'il dût être pour un grand nombre d'êtres humains, serait peut-être en fin de compte moins contraire à l'intérêt général que toute autre décision qui ne constituerait qu'une demi-mesure. Dans plusieurs régions de l'Europe, ces transferts, qui devront toujours s'accompagner de toutes les précautions et de toutes les compensations possibles envers les habitants déplacés, constituent peut-être la solution définitive de problèmes autrement insolubles. Si, d'accord avec Lord Cranborne, on prend pour règle de n'appliquer cette méthode qu'au seul cas où la question des minorités risque de devenir pour la paix un grave danger, n'est-il pas évident que la Poméranie et le pays des Sudètes ont déjà prouvé à la face du monde qu'ils rentraient dans cette catégorie? Dès 1919, Sir Relford Mackinder se déclarait nettement partisan de cette solution pour la Prusse orientale. Pour résoudre ce problème, écrivait-il, l'humanité ne trouverait-elle pas son compte à supporter les frais d'un remède radical, en cherchant à le rendre juste et généreux à tous égards envers les individus 467. Mais, pour réussir, un plan de cet ordre devra être le résultat d'une action raisonnée et concertée de la part des puissances responsables. Si elles diffèrent, si elles hésitent, la même solution interviendra néanmoins, mais dans les pires conditions, ainsi qu'il advint, tragiquement, en Grèce en 1922. Il y a 25 ans, la responsabilité d'organiser l'Europe orientale incombait surtout à des États étrangers à cette région. Cette fois, cette organisation dépendra bien davantage des desseins des États directement en cause et de leur concordance, et l'œuvre ne perdra rien si sa conception s'éclaire d'un reste de cette étincelle généreuse qui inspira la résurrection de la Pologne et de la Bohême. Pour l'Allemagne occidentale, il ne semble pas qu'il y ait encore un plan arrêté. Mais, là aussi, la sécurité de peuples que leurs frontières sans défense naturelle ont exposés si dangereusement aux invasions de leurs puissants voisins, et dont l'indépendance s'est avérée d'une importance vitale pour les nations d'outre-mer, doit, dans l'intérêt de tous, être protégée par des moyens efficaces. Une promesse d'assistance n'y suffirait pas, à moins qu'elle fasse partie d'un système défensif fondé sur la garantie d'une force irrésistible contre toute agression future. On peut admettre comme certains, disaient les Français en 1919, que, grâce à la solidarité inscrite dans le pacte de la Société des Nations, la victoire finale nous appartiendrait dans le cas d'une nouvelle agression allemande. Mais cela ne suffit pas. Nous ne voulons pas qu'entre l'agression et la victoire intervienne, comme cela a été le cas en 1914, l'invasion de notre sol, sa destruction systématique, le martyre de nos concitoyens du Nord et de l'Est. Faire du Rhin, comme on le proposa alors, la frontière occidentale de l'Allemagne, l'épreuve peut-être aurait montré que ce n'était pas un remède infaillible, mais il est difficile de concevoir comment tous les inconvénients imaginables d'une politique de vigilance ferme et continue sur la frontière de la liberté auraient pu être plus graves que ceux qui ont effectivement suivi l'abandon de cette politique. Sir Relford Mackinder écrivait récemment 469 qu'il est nécessaire d'établir de puissantes digues de force des deux côtés de l'Allemagne, plutôt que de compter sur un système précaire d'occupation de tout son territoire.
S'il en est ainsi, une organisation défensive groupant l'Amérique, l'Angleterre et la France se trouverait demain en face des mêmes désavantages que naguère, à moins que la tête de pont France-Belgique-Pays-Bas ne soit munie d'un solide rempart défensif. Il n'est pas possible aujourd'hui de dire si un plan dont l'objet serait de faire entrer la Rhénanie dans une communauté occidentale aura demain les mêmes chances de succès qu'aurait pu lui donner, il y a 25 ans, l'accord et la résolution commune des Alliés. Mais les événements, d'autre part, auront pu dans l'intervalle ouvrir bien des yeux, affermir bien des volontés, et vouloir, c'est pouvoir. 4. L'intérêt général exige que l'Allemagne soit mise dans l'incapacité de reprendre son entreprise de conquête. Qu'elle soit forcée de contribuer dans la plus large mesure au rétablissement des pays qui ont souffert directement ou indirectement des conséquences de ces actes, la justice le demande, et aucun intérêt légitime ne peut en souffrir. Cependant, il semble aujourd'hui presque impossible de soulever la question des réparations sans la voir aussitôt enveloppée, comme d'un nuage impénétrable, partout un essaim de réserves, de préjugés et de superstitions. Il semble que ce sujet, comme beaucoup de ceux qui ont trait à la reconstruction financière, ait été peu à peu recouvert d'un voile de pruderie rappelant étrangement cette attitude à l'égard des problèmes sexuels qu'on associe volontiers avec le souvenir du règne de Victoria. Le mot de réparation est aujourd'hui devenu presque tabou, ceux mêmes qui reconnaissent que le problème ne peut être éludé préfèrent généralement le mot, plus prudent, de restitution. La peur des mots est assurément un signe inquiétant, et il est bien possible que, cette fois, au fond de cette disposition particulière, se cache quelque chose qui ressemble à un complexe, freudien ou non, nos facultés d'action sont paralysées par quelque inhibition profonde, et seule l'analyse la plus franche, en l'exorcisant, peut nous en libérer. Restitution, à vrai dire, ce n'est qu'un mot, et un mot qui trompe. Personne n'imagine un seul instant qu'il soit possible au pays dévasté de se faire restituer, pièce à pièce, chacun des objets détruits ou emportés. Pour ce qui est des destructions, une restitution proprement dite est impossible, et, parmi les destructions, il faut aussi compter tout ce qui a été consommé par l'ennemi. La restitution peut être une méthode appropriée quand il s'agit de biens durables, d'objets relativement résistants à l'usure et qu'il est possible de transporter sans trop de frais ou d'inconvénients, par exemple certains types de machines, des locomotives, du matériel roulant, etc. Dans d'autres cas, la restitution n'atteindra que partiellement son but, ce n'est que pour des œuvres d'art ou pour des biens du même ordre que cette méthode pourra donner des résultats pratiques. C'est pourquoi les réparations, qu'on aime le mot ou non, se présenteront cette fois encore comme un problème à résoudre, et un problème encore plus vaste que précédemment. Il ne devrait, pas plus qu'auparavant, être limité exclusivement aux pays qui ont subi l'invasion. La Grande-Bretagne, par exemple, sait déjà fort bien qu'elle se trouvera, du point de vue économique, gravement affaiblie par le prodigieux effort que la guerre lui a imposé, en dehors des destructions causées par les bombardements, qui, comme on le constatera sans doute, ne doivent représenter qu'une petite partie de ses pertes, l'usure de son outillage industriel et l'épuisement général de son capital, y compris ses placements au-delà des mers, pèseront sur son économie d'après-guerre d'un poids continu, dont le signe le plus visible sera une balance des paiements déficitaires. Comment la Grande-Bretagne, privée d'une si grande partie de ses moyens de paiement, arrivera-t-elle à maintenir cet afflux essentiel de marchandises importées, faute duquel le niveau de vie national devra baisser sensiblement, c'est un de ses problèmes les plus graves et les plus urgents. À la solution de ce problème, les systèmes de crédit expensible, les manipulations du taux de l'intérêt et des parités de change, et tous les autres expédients, panacées et tours de passe-passe financiers ou monétaires, quelle qu'en soit d'ailleurs l'ingéniosité, ne pourront apporter, dans l'hypothèse la plus favorable, que des contributions partielles. Autrefois, la source de ces importations se trouvait dans les actifs fournis par les capitaux exportés. Ceux-ci ayant pour la plupart disparu, les livraisons assurées par la loi prêt et bail ont permis pour un temps de s'en passer et ont ajourné le déficit, mais on ne pouvait compter sur elles indéfiniment. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne parvienne pas à les remplacer, dans une mesure appréciable, par le moyen d'un système de réparation bien organisé. Même si la Grande-Bretagne et l'Amérique, avec leur générosité traditionnelle, renonçaient à leurs revendications en faveur des nations continentales, seule l'application d'un système complet de réparation pourrait les protéger l'une et l'autre contre les répercussions d'un appauvrissement prolongé de leurs alliés européens, et alléger le fardeau de l'aide qu'elles ont déjà promis de fournir à leur reconstruction. Les éléments du problème sont, en somme, assez simples. À la fin de la guerre, l'Allemagne sera sensiblement appauvrie, mais pas plus que la plupart de ses voisins, et, selon toute apparence, beaucoup moins qu'eux.
Elle aura, cette fois, considérablement souffert des bombardements aériens, à un point qui rend impossible toute comparaison avec la situation où elle se trouvait à la fin de l'autre guerre, car alors ses ressources essentielles étaient encore intactes. Mais d'autre part, elle aura échappé dans une grande mesure à l'épreuve des restrictions et du blocus, les effets de celui-ci s'étant en quelque sorte épuisés sur le glacis des pays occupés. Peut-on croire que le pays qui s'est montré capable d'une offensive aussi formidable, suivie d'une si longue résistance contre un monde coalisé, se trouvera d'un jour à l'autre totalement dénué des ressources qui lui auront permis de continuer son effort de guerre jusqu'au dernier moment? L'Allemagne, au lendemain de la guerre, sera encore la nation la plus fortement industrialisée de l'Europe, et le devoir aussi bien que l'intérêt des Nations Unies exige que l'Allemagne emploie ses ressources, jusqu'à l'extrême limite de sa capacité, à réparer les dommages qu'elle a causés. Il est impossible, à l'heure actuelle, d'estimer, fût-ce approximativement, jusqu'où cette capacité pourra s'étendre, on peut cependant peut-être en supputer l'ordre de grandeur. Avant 1939, l'Allemagne a pu trouver, pour les seules dépenses de son réarmement, 15 milliards de Reichsmark par an, environ 1 milliard de livres sterling. Nous devons supposer que les pertes et l'usure causées par la guerre auront sensiblement réduit sa capacité de production, et que ses ressources totales subiront d'autres réductions du fait des cessions de territoire qui suivront sa défaite. Mais, si des mesures appropriées sont prises pour rétablir cette capacité dans le plus bref délai possible, le rendement national pourrait bientôt revenir à un niveau assez élevé, et, en exerçant un contrôle strict, les Alliés prélèveraient sur cette production le courant de livraison nécessaire au relèvement des pays dévastés. Cependant, nous rencontrons aujourd'hui des objections d'un type nouveau. À la conclusion de l'autre guerre, ce qu'on craignait le plus communément, c'était que, à charge des réparations, en ruinant l'Allemagne, désorganisa la vie économique de l'Europe. Maintenant le tableau est retourné. La question fréquemment posée est la suivante: si ce que nous voulons est que l'Allemagne reste faible, ne risquons-nous pas, en lui imposant des livraisons au titre des réparations, de l'aider à reconstituer sa puissance économique, et par là, à redevenir une force redoutable? Ne vaut-il pas mieux démanteler son industrie lourde? On peut répondre d'abord que l'Europe, après la guerre, sera très appauvrie, ceci, je crois, est universellement reconnu, et que tous les éléments de richesse encore disponibles pour une reconstruction économique doivent être soigneusement conservés et pleinement utilisés à cette fin commune. Parmi les plus précieux, il faut compter les ressources naturelles et unièmes industries de l'Allemagne. Démanteler l'industrie allemande serait donc faire exactement ce qu'on a attribué au traité de Versailles. La destruction systématique de l'économie allemande ne pourrait qu'accentuer le chaos et la misère causés par la guerre et aggraver le dénuement du monde entier. De plus, une telle méthode ne fournirait pas, par elle-même, une garantie contre la réapparition de l'Allemagne comme puissance d'agression. Supposons qu'on ait réussi à démanteler l'industrie lourde de l'Allemagne. Sans aucun doute cela retardera son relèvement pour un temps, mais les bases naturelles de sa richesse économique, les forces indestructibles du sol, ses mines, son système fluvial, sa position géographique, les compétences techniques et l'assiduité au travail de son peuple, n'auront pas disparu. Si son outillage est détruit ou enlevé, mais qu'elle reste libre de le reconstituer, qui peut un moment douter qu'elle le fera dès qu'elle en aura la possibilité? D'autre part, si on le lui interdit, quel avantage trouvera-t-on à détruire une richesse qui peut être maintenue sous le contrôle direct ou indirect des Nations Unies? Qu'est-ce qui pourrait empêcher les Nations Unies de l'utiliser à leur profit jusqu'à ce qu'elles en aient tiré au moins une compensation sérieuse de leurs pertes? Il se dessine aujourd'hui un courant en faveur d'une politique qui combinerait la rééducation morale avec la démolition économique. Il s'agirait en somme de rendre à l'Allemagne son âme en détruisant son industrie. Les chances de succès d'une telle politique paraissent, en fait, extrêmement douteuses. Il n'est guère possible de pénétrer de force dans l'âme d'un peuple, et nous ne pourrons empêcher les Allemands d'utiliser les ressources matérielles de leur pays, à moins de les garder dans nos propres mains, ou pour le moins, à portée de la main. Pourtant, il ne devrait pas être impossible de trouver une solution qui mettrait les Allemands dans l'impossibilité de redevenir dangereux sans par là leur ôter tout moyen de vivre, une solution qui neutraliserait leurs tendances et socialiserait leurs industries, c'est-à-dire qui, au lieu de les détruire, les ferait servir à la société des peuples. Cependant, une autre objection se présente, et celle-ci nous est familière: les livraisons au titre des réparations ne feront-elles pas plus de mal que de bien à ceux qui les recevront? Ne causeront-elles pas du chômage? Ce genre d'argument a déjà été examiné dans un de nos chapitres 470 et ne doit plus indûment retenir notre attention.
Il y a véritablement quelque chose de ridicule, disons même de choquant, à continuer à combattre par la raison et la persuasion un préjugé qui semble indéracinable. Personne n'en est plus conscient que l'auteur de ce livre. Prenons cependant un exemple, si les mineurs britanniques s'opposent à la livraison de charbon allemand au peuple libéré de l'Europe en faisant valoir qu'elle les priverait d'un débouché important, peuvent-ils réellement s'attendre que ces peuples, ainsi privés de réparation, puissent ou même veuillent payer pour recevoir du charbon de l'étranger? Comment pourrions-nous souhaiter de voir le peuple allemand condamné à livrer du charbon pour les réparations, après l'expérience que nous avons faite du contre-coup de pareilles livraisons, après l'autre guerre, sur la condition des mineurs en Grande-Bretagne? Le résultat, pour eux, ça a été l'enfer, et cette fois-ci, nous ferons tout ce que nous pourrons pour l'empêcher. Ainsi s'exprimait récemment Mr. Raby Edward, secrétaire général de l'Union des mineurs. Mais qui donc, connaissant les mineurs britanniques, pourra croire qu'ils souhaitent de voir les victimes de l'Allemagne condamnées à ne pas recevoir ce qui leur est dû? S'ils désirent faire des heures supplémentaires à la place des mineurs allemands, afin de pouvoir offrir du charbon en présent au peuple spolié, ce geste serait sans aucun doute grandement apprécié. Mais cela n'est pas nécessaire. S'il s'agit au contraire de les rémunérer, l'industrie britannique s'en tirerait tout aussi bien si elle recevait une subvention directe de son gouvernement, et réservait le charbon en excédent pour la consommation intérieure, ce qui permettrait de répondre plus complètement à des besoins sensiblement affectés par la guerre. Car le coût de toute exportation qui pourrait remplacer les livraisons allemandes de charbon retomberait en fin de compte sur les contribuables du pays exportateur, sinon sur l'industrie exportatrice elle-même. Cet exemple particulier est valable pour tout l'ensemble du problème des réparations. Si certaines industries des pays d'outre-mer comptaient sur l'équipement de l'Europe pour y trouver de nouveaux débouchés, elles se prépareraient sans doute de rudes déconvenues. Le même raisonnement s'applique, cela va sans dire, aux pays qui reçoivent les réparations. L'objet de celle-ci est de faire disparaître aussi complètement que possible les effets du pillage et de la destruction. Mais s'il était vrai, comme quelques-uns continuent à le prétendre, que les réparations font obstacle à la prospérité, cela voudrait dire sûrement que ce sont le pillage et la destruction qui la favorisent. Si l'on croit sérieusement que la livraison de produits allemands aura pour résultat de supprimer après la guerre d'importantes possibilités de travail, alors, voici la ligne de conduite qui s'impose: il faut non seulement que les peuples ruinés rebâtissent leurs maisons de leurs mains et sans outillage, comment pourrait-on leur offrir une meilleure promesse de plein emploi, mais, comme chaque nouvelle destruction doit, selon cette manière de raisonner, contribuer à la prospérité générale. Il faut que chaque pays fasse un plan bien étudié de bombardement de ses propres villes, afin que le plein emploi soit constamment assuré. Mais si, par contre, nous pensons que le problème est en somme assez simple, et que ce qu'il exige, avant tout, c'est de la réflexion probe et sérieuse, il nous apparaîtra que tout tort causé à des intérêts particuliers par un plan de réparation doit pouvoir sans difficulté être réduit à un minimum. Ce tort serait en tout cas dépassé de beaucoup par celui qu'on provoquerait en permettant aux auteurs du mal de le laisser sans aucune compensation. Sans doute, il se peut qu'un plan de réparation entraîne quelques dérangements dans la marche des affaires, mais, si l'on pense à l'état dans lequel se trouvera l'Europe, le manque de réparation causerait des dérangements encore plus graves. Les méthodes propres à assurer le succès d'une politique de réparation n'exigent pas, d'ailleurs, des exercices extraordinaires d'imagination, mais bien plutôt du bon sens et de la ténacité. La facilité avec laquelle l'Allemagne, pendant la guerre, a levé ses tributs sur les pays conquis, devrait, sous ce rapport, nous avoir donné d'utiles leçons. La Russie a déjà clairement montré qu'elle ne se sent pas embarrassée par des subtilités économiques sur les problèmes de la reconstruction. Ce qu'elle fera, en tout cas, c'est d'obliger les Allemands à reconstruire de leurs propres mains ce qu'ils l'ont dévasté ou détruit. Elle leur fera, selon l'expression biblique, abattre le bois et puiser l'eau, sans craindre aucunement que le travail des Allemands cause chez elle du chômage, ni que les livraisons de marchandises allemandes nuisent à son industrie. Pour des raisons sur lesquelles il est inutile de nous appesantir, les États occidentaux ne sont probablement pas préparés à l'adoption d'une politique de ce genre à l'égard de la main-d'œuvre allemande. La méthode la plus simple et la plus avantageuse pour tous les intéressés, l'Allemagne comprise, serait de définir les réparations en termes de monnaie, et de permettre à chacun des créanciers d'utiliser sa part de la dette de la manière qui lui conviendrait le mieux, car il y a peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients à recourir à la méthode moins maniable des paiements directs en nature.
Mais un système de paiement libellé en monnaie suppose le rétablissement d'un marché mondial et d'un système monétaire mondial, or, ni l'un ni l'autre, si désirable qu'ils soient, n'ont la moindre chance de réalisation pratique dans l'état actuel des choses. Car ils ne trouveraient pas facilement leur place dans une économie politique où des importations gratuites sont regardées comme une cause d'appauvrissement plutôt que d'enrichissement pour celui qui les reçoit, où l'on entend produire pour travailler et non travailler pour produire, et où la qualité indispensable de la monnaie est apparemment que jamais on ne sache un jour ce qu'elle vaudra le lendemain, toutes choses qui ne doivent pas nous étonner de la part de penseurs, économistes ou autres, qui ont pris l'habitude de se tenir sur la tête, attitude dont la raison est peut-être celle même qui conduisit le père William à l'adopter si souvent après avoir perdu les illusions et la présomption de sa jeunesse. En un mot, il est possible d'imaginer un programme de livraison s'inspirant par exemple du système pré-bail, qui, sous le contrôle commun des Nations Unies, tirerait parti pendant un certain nombre d'années de la capacité de production de l'Allemagne, et allégerait dans une certaine mesure la charge pesant sur ses victimes. Loin de perpétuer d'anciens griefs, comme on le dit quelquefois, cette manière d'agir ferait disparaître des griefs actuels. Et ce n'est pas autrement que peut être tenue la promesse de M. R. Churchill, l'Europe sera entièrement délivrée de la servitude économique que l'Allemagne hitlérienne lui a imposée. Tant que cela n'aura pas été fait, la bataille de la libération ne sera gagnée qu'à demi. V. Au lieu de cela, compter presque uniquement, comme on le fait aujourd'hui, sans l'avouer tout à fait, sur un assistance des États-Unis pour la reconstruction de l'Europe, ce serait commettre une erreur de jugement fondamentale. Personne ne peut contester que, sans la part immense prise par l'Amérique à l'effort des Nations Unies, nous aurions perdu la guerre, et le rôle qu'elle se prépare à jouer en secourant l'Europe en détresse par le moyen d'institutions telles que l'UNRWA comme par la continuation du pré-bail. Porte la marque de sa plus belle tradition, de cette générosité avec laquelle, il y a 25 ans, la nation américaine jeta dans la lutte, sans compter sa richesse et les vies de ses citoyens. Mais il n'y a pas de raison pour que l'Europe, faute de parvenir à organiser sa reconstruction par ses propres moyens, ajoute plus qu'il n'est strictement nécessaire à la charge pesant sur les ressources des États-Unis, qui peuvent être requises bientôt pour des besoins urgents, et d'abord en Amérique même. De plus, ce n'est là qu'un des côtés d'un problème qui subsiste à la base même de toute collaboration entre l'Europe et l'Amérique. Quels qu'aient pu être, en dernière analyse, les intérêts nationaux essentiels qui étaient en jeu en 1917, il est, je crois, hors de doute que la masse du peuple américain n'en avait pas alors le moindre notion, et que son entrée en guerre fut un acte inspiré par un idéal chevaleresque. Les soldats américains partirent pour l'Europe animés d'un véritable esprit de croisade, et quand leur président parlait de la flamme qui brillait dans leurs yeux, ce n'était pas une simple figure de rhétorique. Par suite d'un ensemble de circonstances que nous voyons aujourd'hui plus clairement qu'alors, cette flamme d'enthousiasme fut bientôt éteinte par la conviction que le haut idéal dont le peuple américain s'était fait le champion avait été trahi ou mis en échec. Sous le coup du morne désenchantement qui suivit, les Américains trouvèrent une sorte de satisfaction mauvaise à décrier un des épisodes les plus nobles de leur histoire nationale, et à se décrire eux-mêmes comme des nigauds qui s'étaient naïvement laissés duper par les vieux fourbes de l'ancien continent. Aujourd'hui, la situation est assez différente, car, comme n'a cessé de le proclamer le gouvernement des États-Unis, le peuple américain se rend compte que la guerre a été, pour lui aussi, une guerre de défense nationale. Mais cela ne veut pas dire que lors du règlement final, l'Europe puisse faire valoir des droits accrus à l'assistance américaine. Un sentiment commun parmi les Européens, et auquel un certain nombre d'Américains s'associent par sympathie, c'est que toutes les difficultés rencontrées après l'autre guerre ont eu pour origine le refus de l'Amérique d'entrer dans la Société des Nations et de jouer un rôle actif dans les affaires internationales. Quelle que soit la part de vérité contenue dans cette explication, elle ne doit pas servir de prétexte à l'Europe pour rejeter sur autrui la responsabilité de résoudre ses propres problèmes. Passer la corvée à l'oncle Sam est un procédé qui n'a rien de digne ni de sage. Si l'Europe se contente d'attendre le secours et les directives de l'Amérique, il n'est guère probable que l'Amérique tolère indéfiniment cette politique, ni que l'Europe puisse s'y tenir bien longtemps, car il est également impossible pour celle-ci et pour les autres de croire qu'elle pourrait continuer en quelque sorte à exister par procuration. La grande erreur de la politique suivie après 1919 réside plutôt, à notre avis, dans son équivoque. Pendant la conférence, les représentants des nations secondaires se plaignaient souvent de n'être pas suffisamment consultés sur le tracé de leurs propres frontières.
À quoi le président Wilson répondit un jour que, les grandes puissances ayant la responsabilité de protéger les frontières des États plus faibles, il était naturel que leur opinion fût prépondérante lorsqu'il s'agissait de fixer ces frontières. Jusqu'ici rien à dire. Mais, si les grandes puissances dégageaient leurs responsabilités, qu'advenait-il des frontières ? Rien n'aurait dû empêcher celles de ces puissances qui étaient disposées à en rester garantes de les modifier d'une manière ou d'une autre, et, si elles ne l'ont pas fait en temps voulu, elles ne peuvent en blâmer qu'elles-mêmes. Pour ce qui est des relations entre l'Amérique et l'Europe, la question de demain, c'est de savoir si l'Europe sera laissée dans un état si instable qu'il faudra la soutenir à bras tendus ou si elle pourra se passer d'un tel appui parce qu'elle aura pu trouver son équilibre. Et cela, c'est à l'Amérique d'en décider. A-t-elle le devoir de venir périodiquement à l'aide de l'Europe ? N'a-t-elle pas intérêt à assurer le rétablissement d'une Europe qui n'aura plus besoin de son assistance ? Pour des raisons évidentes, la Grande-Bretagne a beaucoup plus de liens avec l'Europe que n'en ont les États-Unis. En fait, on peut dire qu'elle a exercé en Europe, au XXe siècle, une véritable magistrature, semblable à celle de la France jusqu'à la fin du siècle précédent. La France, si l'on en croit Joseph de Maistre, aurait abusé d'une manière très coupable de sa prépondérance spirituelle. On pourrait plutôt reprocher à l'Angleterre d'avoir donné parfois l'impression d'hésiter à faire usage de son long ascendant politique et économique comme il aurait convenu à une nation qui avait tant fait pour aider au développement, dans l'Europe entière, d'institutions inspirées des siennes. Ainsi le peuple anglais, premier promoteur de cette extraordinaire civilisation économique de l'Occident, où un monde en pleine expansion s'organisait de plus en plus étroitement en une seule république commerçante, devait plus tard permettre et même encourager le développement en Europe, et bientôt en Asie, de forces politiques destinées finalement à mettre en pièces cette civilisation même. La tâche de demain est de trouver les moyens de reformer ce monde brisé en un tout cohérent et durable, et la position des nations dans l'espace et leurs forces numériques compteront autant, sinon plus, que l'influence changeante des dispositions idéologiques. L'énergie implacable avec laquelle la Russie a fait la guerre a rendu évident à tous l'intérêt commun l'unissant aux nations de l'Occident pour la défaite d'un même ennemi. Cette situation avait été prévue par Bainville lorsqu'il écrivait, dès 1916, que si, par impossible, la paix devait laisser subsister une grande Allemagne, l'entente se reconstituerait tôt ou tard par la même loi quasiment physique d'attraction politique, contre laquelle les volontés humaines et l'action des individus ne pourraient prévaloir. Ainsi c'était l'expérience qui allait une fois de plus mettre en lumière un intérêt vital commun aux pays de l'Est et de l'Ouest, celui d'empêcher une puissance aussi irrésistiblement poussée par sa situation géographique à dominer le cœur de l'Europe, d'étendre cette domination au continent tout entier. Si éminent et décisif que doivent être le rôle joué par la Russie dans le règlement final, l'Angleterre par sa position géographique aussi bien que spirituelle, par ses plus anciennes traditions de tolérance, de justice et de liberté aussi bien que par la lutte qu'elle vient de livrer pour la défense du droit, est le pays le plus qualifié pour rapprocher, en les aidant à se comprendre, l'ancien monde et le nouveau, et pour guider dans cette voie les peuples de l'Europe occidentale. Car l'Angleterre, une fois de plus, se sera sauvée par ses efforts, et aura sauvé par son exemple, non seulement l'Europe mais le monde entier. Inspirée par l'exemple, l'Amérique a répondu à l'impulsion presque surhumaine de son grand président par des exploits non moins remarquables. L'appreuvant de la guerre a dissipé bien des brouillards, car, sans la clarté de vues et la fermeté d'âme qui s'unirent pour chasser l'esprit de facilité des premiers jours, de tels efforts n'auraient pas été possibles. C'est cependant de cette inspiration, aussi héroïque que sage, que voudraient nous détourner une fois de plus, sans peut-être s'en rendre compte, ceux qui opposent le sain bon sens à la psychose de guerre. Et nous retomberions ainsi dans une disposition semblable à celle que produisit, après l'autre guerre, la fatigue matérielle et morale de sorte que le désir d'une vie tranquille, avec des engagements limités et des rapports confortables de bon voisinage, tels que le notait M. R. Keynes en 1921, pourrait encore une fois l'emporter sur tout le reste. Faut-il donc en venir là ? L'histoire, il est vrai, a la manie de ne jamais se répéter tout à fait, et une autre tendance se manifeste déjà nettement, qui pourrait nous mener beaucoup plus loin. Après la faillite de l'idéalisme de 1919, voici que se déclenche un mouvement dans le sens le plus opposé. In contraria curu. Aujourd'hui nos Machiavel à la dernière mode, animés de tout le zèle, de tout l'élan des néophytes, plongent tête baissée dans le réalisme politique avec la joie d'un enfant tout à coup autorisé à s'amuser à un jeu longtemps défendu.
Leur théorie, déduite d'observations rigoureusement scientifiques, mène à la conclusion qu'il faut s'attendre à voir le dragon dévorer Saint-Georges à tout coup. Chaque fois qu'il l'aura mangé, on dira que c'est bien dommage, mais si, par quelque accident singulier, il n'y réussit pas, on pourra toujours se consoler en pensant qu'un autre dragon, plus grand et plus fort, viendra infailliblement, un jour ou l'autre, les avaler tous les deux. C'est ainsi qu'on fait remarquer parfois, simple conseil de prévoyance et de prudence, que le problème qui se pose aux auteurs de la paix future, c'est celui de déterminer les clauses dont l'exécution pourra encore être imposée dans 15 ou 20 ans, c'est-à-dire sans doute quand les influences que nous venons de décrire auront eu le temps d'opérer. Le raisonnement est le suivant, nous reconnaissons que certaines propositions sont bien fondées par rapport à une justice abstraite, mais le fait est que nous ne pouvons pas compter sur le courant d'opinion nécessaire pour les soutenir au-delà d'un certain temps, c'est ce que nous enseigne l'histoire de notre époque. Autrement dit, ce genre de raisonnement tient pour nul, après la victoire, la puissance même de l'idéalisme qui nous donne aujourd'hui le courage de combattre pour vaincre, et il reconnaît d'avance qu'il faudra de toute manière abandonner quelques-uns des objets les plus essentiels pour lesquels nous aurons combattu. Nous avons donc devant nous la perspective très définie de voir Hitler, vaincu par les armes, conserver encore une chance de victoire sur le terrain des idées. De fait, il y a beaucoup de gens à qui cette pente paraît tellement inévitable qu'ils désespèrent déjà de tout autre avenir, et que même quelques-uns des plus réfractaires commencent avec une sorte de terreur religieuse, comme Tocqueville, observant, au siècle dernier, la marche de la démocratie, à attendre la marée irrésistible du régime totalitaire. Cependant nous devrions savoir aujourd'hui combien il est imprudent de se laisser aller au goût des apocalypseurs. Combien de nous, en juin 1940, ont osé espérer qu'il serait possible de faire rebrousser le courant? Combien y en a-t-il qui aient refusé de toute leur âme de se résigner à l'inévitable? Et pourtant, au dernier moment, le destin fut forcé de reculer devant la parole d'un seul homme et la prouesse d'un petit nombre, car les habitants de cette petite île, en marge du continent, n'étaient tous ensemble qu'un petit nombre, et la vague de l'avenir se brisa sur le roc d'un courage indomptable. Mais les vagues du temps reviennent l'une après l'autre. Il y a sans doute comme un pressentiment dans ce mot d'un chauffeur de taxi de New York, qui disait que la guerre durerait plus longtemps que les hostilités. Si l'esprit de la Marne et de Verdun, l'esprit de la bataille d'Angleterre et de la bataille d'El Alamein, l'esprit de Button et de Stalingrad, si cet esprit qui refuse de s'incliner devant les forces de l'histoire, est toujours vivant, alors l'Europe retrouvera sa gloire. Mais si on laisse se glisser chez les peuples européens le soupçon que l'avenir verra recommencer le petit jeu dont les règles permettent à l'Allemagne de fouler aux pieds périodiquement la moitié, ou plus de la moitié, du continent, puis d'obliger les fils de la Grande-Bretagne et de l'Amérique à mourir loin de leur foyer pour point la libération de l'Europe, tout en interdisant aux victimes d'obtenir de justes réparations, sous unième prétexte que celles-ci sont économiquement impossibles, et là. Formation de grandes unités économiquement inévitables, il n'y aura pas alors d'extrémité où ces peuples ne puissent être jetés par la détresse ou l'exaspération. Dans point leur désespoir, il se peut qu'ils ne reconnaissent plus leurs amis de leurs ennemis, leurs libérateurs de leurs oppresseurs et alors je me hasarde à mon tour à prédire, rien ne pourra retarder bien longtemps cette fusion du continent qui a été si dangereusement près de se réaliser en 1940 et auprès de laquelle la puissance offensive et défensive du Reich hitlérien pourrait bien paraître insignifiante. Encourager ou même tolérer un tel résultat, est-ce l'intérêt, économique ou autre, d'aucune puissance atlantique? C'est aux intéressés qu'il appartient d'en décider. Au moment où j'écris ces lignes, dans l'été de 1944, et tandis que la guerre, en Europe, approche de sa crise finale, le frémissement même de l'attente où nous vivons ne peut détourner notre souci de ce qui suivra une victoire si chèrement achetée. La justice l'emportera-t-elle sur l'opportunisme, la raison sur le préjugé, la réalité sur l'illusion, la volonté sur le destin? L'Europe survivra-t-elle ou ses peuples, faute des moyens nécessaires à leur résurrection, se soumettront-ils, dans une épreuve suprême, à une domination continentale? La réponse appartient dans la plus large mesure à des forces déjà en mouvement, et telles que notre génération ne peut les maîtriser. Tout ce qu'elle peut et doit faire, c'est apprendre du passé, réagir au présent, et se préparer pour l'avenir. C'est à la nouvelle génération que M.R. Keynes, il y a 25 ans, dédiait son livre. Le livre que voici est une réponse venue de cette génération. Fin du texte. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.